Ημέν υπείων στρώτων, είδε πέσδων, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε πέσδων, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Bonjour et bienvenue à l'Institut Émilie du Châtelet, mieux connu sous son sigle IEC et abrité au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui est l'un des 4 musées français de l'éducation nationale, je le précise. Avec le CNAM, il y a le Muséum, la Villette et le Palais de la Découverte. Et nos missions du musée de l'éducation nationale, c'est l'instruction publique et non pas la culture comme tous les autres musées de France, c'est et ce qui explique, puisque c'est l'éducation nationale, qu'il y ait des problèmes encore de travaux, d'aménagement. Ça s'est passé au muséum pendant des années, maintenant c'est le CNAM, ils sont en train de leur faire doucement, parce qu'à l'éducation nationale, comme on sait, il n'y a pas de sous. Je m'excuse de mon parenthèse. Donc en son sein, le DFC, le séminaire mensuel, c'est tous les derniers vendredis. Son séminaire mensuel de recherche sur le sexe et le genre souhaite instaurer un dialogue interdisciplinaire entre les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales. C'est cette singularité qui est son originalité. Au monde, on connaît peu, à notre connaissance, d'institutions, de mouvements qui veulent faire un dialogue, instaurer un dialogue entre les sciences de la biologie, on va dire, les différentes sciences de la biologie, de la génétique, à la paléoanthropologie et les sciences humaines et sociales. Alors, les organisatrices de ce séminaire, donc Joëlle Dietz, et immunologue au CNRS et à l'Institut du Cerveau aussi, Frédéric Pigère, et sociologue au CNAM, Armelle Dubois-Naït, et historienne des idées à l'Université Versailles-Saint-Quentin, et moi-même, donc je m'appelle Evelyne Berg, je suis paléoanthropologue au CNRS et au Muséum. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à sa 153e séance. C'est bien, c'est ce genre. Nous avons commencé en 2005. Donc une fois par mois, sauf l'été, en gros. Notre accueil dans ce lieu, bien de difficulté, la salle des conseils, nous le devons à Frédéric Pigère, qui est professeur du CNAM, titulaire de la chaire genre, mixité, égalité femmes-hommes, de l'école à l'entreprise. Grand merci, Frédéric. Bonjour, Florence Montréal. Donc, Florence, tu es diplômée en sciences politiques et littérature et tu as orienté tes travaux vers la linguistique et l'histoire. En 1970, tu es diplômée de Sciences Po Paris. On disait à l'époque l'Institut d'études politiques et d'une maîtrise de russe, puis tu mènes jusqu'en 1974 une thèse de doctorat en littérature russe qui s'intitulait Sur Tourgueniev ou la Russe. Tu as rencontré très tôt le féminisme, comme tu nous le confies en 1995, dans un article où tu écris. J'ai rejoint en septembre 70 le mouvement des femmes après avoir lu dans Le Monde une information sur la manifestation de l'Arc de Triomphe pour la femme du soldat inconnu. Tu rejoins alors Choisir la cause des femmes, mouvement pour la dépénalisation de l'avortement qui venait d'être fondé par Gisèle Halimi. Florence, tu as rencontré très tôt le féminisme et tu as aussi rencontré très tôt et brutalement la violence machiste. C'était en 1978. Tu te présentes aux législatives avec Choisir. Tu es alors la première femme candidate à cette élection dans cette circonscription de l'Oise. Élue l'année précédente première conseillère municipale de ton village, car tu es confiante. Mais aux législatives, c'est la violence sexiste qui t'attend. Le mot but est graffité
sur tes affiches et tu ne reçois que 1,5% des voix. C'est un choc affreux, nous dira. Tu seras donc journaliste et écrivain. Autrice prolifique. Tu as écrit des articles et surtout tu as publié 19 livres. J'en cite 3 tout d'abord. 1989, le XXe siècle des femmes, réédité de nombreuses fois. Cet ouvrage est une véritable encyclopédie et je reprends ici l'éloge qu'en fait Marcel Marigny, qui écrit en 1995. Ce livre regroupe, année par année, les informations, les articles thématiques qui rendent visible la place des femmes dans la société. Ces 331 pages où tu désinvisibilises des femmes oubliées est, en 89, une innovation qui conforte la nécessité de faire une histoire des femmes. Point de vue que Marcel Marigny souligne aussi dans sa conclusion, ce livre est indispensable à toutes les bibliothèques et centres de documentation et, moi je souligne, rajoute, des écoles primaires. En 2014, Florence publie « Chaque matin, je me lève pour changer le monde ». Du MNF aux chiennes de garde, ton livre, Florence, où tu parles de ton engagement constant dans la lutte féministe, est souvent présenté comme tes mémoires féministes. Peut-être nous en diras-tu quelques mots tout à l'heure. En 2018, Zéro Macho, des hommes disent non à la prostitution. Zéro Macho est un réseau international d'hommes engagés dans le système contre le système prostitueur. Zéro Macho est aussi l'ouvrage où tu publies une centaine de témoignages marquants d'hommes suite à ton enquête dans 18 pays, de l'Espagne à la Finlande et à la Turquie. Je disais plus haut l'intérêt que tu portes à la langue française, et plus précisément quand elle concerne les femmes. Tu écris d'ailleurs souvent « changer les mots pour changer le monde ». Tu as énormément travaillé sur le contenu machiste de certains mots et tournures. Tu interroges ce langage usuel qui dévalorise le féminin et minore les violences masculines. Ainsi, tu publies des articles. En 1994, quand interrompre veut dire cesser et vice-versa. 1995, l'impossible abus sexuel. 1996, ne dites plus, elle s'était violée. Maintenant, Florence, que dire de ton amour des dictionnaires et de ton travail acharné aux éditions de Robert, où tu publies des rééditions presque annuelles, ainsi. De 89 à 93, le dictionnaire des proverbes et dictons choisis est présenté par Florence Moréné. De 83 à 2015, c'est un dictionnaire de citations du monde entier sous ta direction. Ton œuvre de linguiste féministe, c'est aussi ton livre récent, 2018, Le roi des contes, quand la langue française fait mal aux femmes. Cet ouvrage est une somme où tu dénonces une centaine d'expressions que nous utilisons chaque jour, sans mesurer le mal qu'elles font aux femmes. Tu éclaires de plus la question de savoir si la langue française est sexiste ou non. Tu diras ton avis. Florence, tu es aussi une femme journaliste. J'évoque cette fonction avec d'autant de plaisir que c'est un souvenir personnel. Je t'ai en effet rencontré au milieu des années 80 alors que tu étais présidente de l'Association des femmes journalistes, AFJ. Tout semble... Vous voulez préciser quel jour? Il y en a depuis. Je ne sais pas. Tout semble commencer en 1977 avec la revue locale La Rurale, que tu fondes dans l'Oise, où tu vivais alors, et puis tu travailles pendant une dizaine d'années comme journaliste à temps partiel. Je rappelle entre autres ta chronique hebdomadaire sur l'histoire des femmes sur France Inter et tes articles féministes au Monde diplomatique. En 1981 se crée l'Association des femmes journalistes, dont l'objectif est de défendre et promouvoir la place et l'image des femmes dans les médias. Florence, lui, devient vite très active. Tu précises cette association de 86 à 88, donc c'est là que je t'ai rencontré. Le prix Séverine est décerné à un livre sur les femmes. Ce prix a couronné notamment Irène Théry, Yvonne Miller, Mariette Sino, etc., bien connus à l'Institut Émilie du Châtelet. Entre autres, de 85 à 2008, le prix AFJ du documentaire
et décerné une réalisatrice dans le cadre du Festival international des films de femmes de Créteil, que nombre d'entre vous connaissez. Je termine cette présentation, Florence, par tes immenses talents d'organisatrice. On n'entend rien du tout. Tu as lancé plusieurs réseaux féministes internationaux comme les chiennes de garde contre les insultes sexistes publiques en 1999, la meute en 2000 contre la publicité sexiste, Encore féministe en 2001, qui regroupe les signataires d'un manifeste donnant la ligne de 20 bonnes raisons d'être encore féministe. Zéro macho en 2011 contre le système prostitueur. Les hommes disent non à la prostitution. Enfin, en 2022, le Front féministe international, son objectif est d'affirmer le droit des femmes au respect de leur corps sexuel. Réunis à ce jour 78 membres regroupant 400 associations dans 7 pays. Nous en dira peut-être plus. Je cite son communiqué de presse du 21 septembre dernier. Non au féminicide d'État en soutien aux femmes iraniennes et moussavianes. Et puis ton dernier livre, chère Florence, les femmes sont des salopes, les hommes sont des mouvements. Sexisme, double morale et éléments de langage. Vient d'être publié voici quelques mois chez Hachette. Il est là. Merci Florence d'être venue nous en parler. Merci de nous offrir le privilège de t'écouter aujourd'hui. Je te donne la parole sur le donjon et la salope ou la double morale sexuelle. C'est un plaisir de vous saluer déjà parce que nous connaissons depuis des décennies pour certaines. C'est celles dont je vois les noms et qui nous font le plaisir aussi d'être là. Et c'est très agréable de se sentir bien entouré parce que pour tout vous dire, j'étais très impressionnée. Je n'étais jamais venue au séminaire d'Émilie du Châtelet et de ce beau local. Et j'imagine qu'avant, pour celles qui sont venues souvent, vous avez entendu des chercheuses. Et moi, je ne suis pas du tout universitaire. Je pars de mon expérience et j'essaie d'en faire des généralités, mais c'est peut-être pas une oratrice comme vous avez eu l'habitude d'en entendre dans ce séminaire. Je fais cette précaution parce que c'est toujours très intimidant de parler, surtout quand on ne voit pas tous les visages, mais pour piler. Alors, d'abord le titre du livre, et pour ça il faudrait que j'enlève ma caméra. Regardez cette couverture, je montre à la caméra aussi, vous voyez. Voilà, et ça c'est le résultat de ce qu'on appelle maintenant le marketing, qui fait la loi et l'édition. Parce que ce n'était pas du tout ça que je voulais comme titre, parce qu'il s'est passé ce que je craignais, c'est-à-dire que vous ne voyez pas entrer dans une librairie et demander les femmes sont des salopes. Vous ne voyez pas demander. Ben non, moi je trouve que ce n'est pas une bonne idée ce titre. Et je voulais l'appeler, j'avais le choix entre deux titres, je leur avais proposé deux titres, Le donjon et la pute, contre la double morale sexuelle. Ils ont trouvé que pute c'était quand même un petit peu flexible, mais pourtant c'était le sujet, j'emploie le mot 250 fois dans le livre. Ou bien je leur avais proposé, moi j'aimais bien aussi la loi des coqs, ou coq et poule, parce que le livre commence par une histoire. Alors celles qui l'ont déjà lu, mais voilà, je vous raconte. Quand j'étais dans l'Oise, j'ai eu une fille, deux filles, trois filles, et à la troisième fille, ma voisine est venue me rendre visite avec ses trois fils à peu près du même âge, et elle m'a dit, quand je lâcherai les coqs, il faudra rentrer vos poules. Alors, ce livre est né de cette remarque. Ça se passait en 77, je ne l'ai jamais oublié. Je me suis dit, quoi, elle venait de naître, elle était déjà assignée à un rôle de poule, qu'à qu'à faire gaffe, parce que tout ce qui lui arrivera, ça sera de sa faute. Ça m'a vraiment perturbée d'avoir des filles à qui je devrais apprendre à avoir peur, à se rendre compte qu'on est du mauvais côté du pouvoir et que tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute, on l'a cherché. C'était vraiment bien dans le bain du machisme. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à noter cette histoire et bien d'autres dont j'ai enrichi ce livre. Parce que l'avantage d'avoir une longue vie comme la mienne, j'ai 75 ans, je t'annonce,
et que le féminisme, ça conserve, comme vous voyez. L'avantage d'une longue vie et de savoir écrire, c'est que je n'oublie rien, je note tout de suite, tous les jours, toutes ces histoires-là que j'entends, qui m'arrivent, qu'on me raconte, pour composer un livre qui fait un système. Parce que justement, ce qui est intéressant dans on analyse beaucoup des situations qui sont comparables, où est le système? Eh bien, le système, c'est le machisme, c'est ce que j'appellerais la loi des coqs, puisque, en gros, le machisme, c'est très, très simple à comprendre. C'est le macho, je propose un marché, et pile je gagne, et face tu perds. C'est vraiment, une fois qu'on a compris ça, il vaut mieux être averti, on n'a aucune chance de gagner, on est tout de suite du côté des dominés, des vaincus. Alors, une fois qu'on sait ça, enfin, en ce qui me concerne, ça me donne envie de me lever tous les matins pour changer ce monde-là. Et parce que ça ne peut pas durer, c'est pas possible. Nous sommes des êtres humains, nous avons les mêmes droits que les hommes, en principe, mais dans la réalité, la belle devise de la Révolution française est encore une loin du compte. Parce que l'égalité, c'est ça que je retiens en priorité, c'est la notion de la devise la plus révolutionnaire. Cette égalité, elle n'existe pas. L'égalité en dignité des femmes et des hommes, ça n'existe pas. Les femmes sont toutes des putes, que ce soit clair. En tout cas, on nous assigne à ça, du berceau à la vieillesse. Je donne un exemple récent qui m'est arrivé. J'ai été traitée récemment, alors que je croyais quand même qu'à mon âge, j'allais être tranquille. J'ai été traitée récemment de vieille pute. Donc, on n'est pas tranquille. Les bébés sont des putes. Le petit bébé qui fait des gazouillis quand c'est une fille, ah, elle fait déjà sa pute. Enfin, je l'ai entendu. Donc, on n'est jamais tranquille, on est de ce côté-là. Donc, moi, je l'assume pour en discuter, parce que pute, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de qualificatif comparable. Vous ne voyez rien pour un homme qui soit comparable à ce dégueulis de mocheté, de saleté, de puanteur, parce que pute, ça vient de puer, donc sentir mauvais. C'est toi, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire au début. Ah bien. Alors, je vous ai raconté le titre. Alors maintenant, je vais commencer par faire ma savante quand même, le concept, puisqu'Evelyne m'a demandé de mettre en valeur le concept. Le concept, c'est la double morale sexuelle. Ça, vous êtes avertis, vous toutes qui m'écoutez, vous savez ce que c'est que la double morale sexuelle. Eh bien, vous serez peut-être étonnés, j'en ai déjà un peu parlé avec d'autres personnes qui n'avaient pas encore lu le livre et qui en parlaient. Tout le monde comprend, pas toutes les femmes, tout le monde comprend de quoi il s'agit. La double morale sexuelle. Sexuelle, c'est bien dit. Donc, s'il veut expliquer, ben, vous voyez, en matière de sexualité, ah oui, je comprends. Le donjon et la pute. Elles comprennent tout de suite. C'est-à-dire que, en matière de sexualité, quand une femme fait exactement comme un homme, eh ben, c'est une pute. Tandis qu'un homme, c'est un donjon, un cavaleur, un séducteur, un tout ce que vous voulez, un qualité normale, sexuelle normale. Une femme, elle a droit à rien. Alors voilà, ça c'est mon concept. Tu m'as demandé un concept scientifique. Je précise que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il me vient des féministes britanniques de la deuxième moitié du 19e siècle qui ont conceptualisé ça à propos de. Enfin, c'est toute une longue histoire, je ne vous raconte pas, mais enfin, ça vient de Grande-Bretagne. Double standard, une double norme. Et après, j'ai réfléchi à ce que c'est qu'une norme, et dans notre société, qui édicte la norme? Eh bien, ceux qui ont le pouvoir. C'est clair. La norme, elle est construite, c'est l'instrument par lequel les dominants exercent leur pouvoir sur les dominés. Donc, c'est cette norme-là qui fait changer. Alors, ne vous désespérez pas, parce qu'à la fin, je traiterai de possibilités d'un film de début de commencement d'espoir. Mais pour l'instant, je vous fais le tableau très noir, parce que franchement, plus ça va, moins ça va. Et si ça continue, il faudra que ça cesse d'ailleurs. Parce que ce n'est pas possible qu'en 2023, on ravale toujours les femmes à leur sexualité dégoûtante. C'est pas dégoûtant la sexualité, c'est pas ça. C'est ça, c'est normal. Parce que ça n'existe pas la propreté du corps, je veux dire. Nos instincts sexuels sont complexes, nous avons des contradictions, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dire vraiment. Ça, c'est c'est vraiment pas aussi simple que salope. Il est vraiment destiné à nous salir, comme si le fait d'avoir un vagin était suffisant
pour nous discréditer, parce que c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. Nous sommes haïs, salis, déshonorés uniquement parce que nous sommes, même si nous n'avons rien fait. C'est vraiment injuste. Oui, l'injustice, c'est ça qui est mon moteur depuis toujours, comme je pense toutes les enfants révoltés quand elles découvrent l'injustice. C'est pas juste, disent les enfants. Eh bien, elles ont bien raison. Et c'est dommage qu'on ait perdu notre réaction d'enfant et qu'on se satisfasse de la justice, parce que c'est pas juste. C'est pas normal dans une république dont la devise est l'égalité. Alors, voilà, ça c'est le concept, c'est le début. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Parce que j'essaye de faire très moderne, parce que c'est la première fois que je mets ça sur mon téléphone, mais alors comme je suis peu pas très vieille, j'ai des lunettes, ça ne fait pas du tout bien. Donc voilà. Allez, on repart sur la saleté, les salopes et tout ça. Les femmes sont réduites à leur corps, les femmes sont leur corps, les femmes sont réduites à ce trou innommable qu'elles sont, parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur le vocabulaire de la sexualité, et je suis atterrée par l'imaginaire qui a imposé toutes ces saloperies pour désigner la sexualité du point de vue de ce que ça fait aux femmes. C'est vraiment abject, la sexualité comme c'est considéré. Donc, cette double morale sexuelle, elle commence dès le berceau, comme je vous ai donné l'exemple de mes filles, et elle continue à tous les âges de la vie. Alors, dans ce livre, j'ai fait des chapitres, époque après époque, pour montrer que toujours, la double morale s'exerce et que toujours, les femmes ont tort. Alors, ça, c'est un peu déprimant à vous raconter. Je vous renvoie à votre expérience personnelle. Vous savez sûrement, vous en aurez peut-être des exemples. Là, je fais juste un début d'introduction, puis après, on va discuter parce que c'est quand même. Vous savez certainement tout ce dont je parle. Vous avez certainement, quand vous étiez petite, découvert que le féminin de tous les adjectifs ou noms de profession signifiait pute. Vous avez sûrement découvert ça. D'ailleurs, je peux faire un sondage. Si je vous dis coureur, et si je vous dis coureuse, vous savez que coureuse, ça veut dire pute. Si je vous dis professionnelle, si je vous dis tout, enfin, vous pourriez donner des exemples pour que je vois si vous suivez? Vous suivez? Oui, alors, je vais le répéter pour le micro. Péripatéticienne, oui. Entraîneuse, oui. Et puis, vous en avez encore? Maître et maîtresse, oui. On n'a pas entendu. Coureur de jupon et coureuse. Ah oui, coureuse, ouais. Oui. Ça fait tout, pas entraîneur, entraîneuse, par exemple. C'est pour ça que les femmes ont tellement de mal à s'approprier ces métiers-là, parce qu'elles doivent d'abord aussi vaincre les préjugés concernant le métier. Et c'est pareil pour tout. Parce que là, j'ai juste donné l'exemple le plus simple, les métiers et les adjectifs. Mais vous voyez bien que quand une fille est gentille, ça veut quand même dire elle se laisse faire. Tout, enfin, toute la langue est polluée. Oui. Moi, je voulais ajouter quelque chose du mondial qu'ils ont présenté à la télé, là, le cyclisme femme. Oui. Donc, ils avaient mis transformer les mots. Tour de France masculin ou Tour de France féminin. Et ils étaient tellement gênés qu'ils disaient: ah oui, cette femme, c'est la meilleure grimpeur. Ils n'osaient plus les féminiser parce qu'ils se rendaient compte de ce qu'ils disaient, quoi. Ah, grimpeuse. Il y avait les coureuses, hein. Oui. C'était la meilleure coureur. Parce que... Eh oui, c'est ça. Eh bien oui, plein de gens. Enfin, bon, donc ça, on vient. Hein? Eh oui. Donc c'est à nous. C'est à nous de le faire, c'est à nous de le dire. Oui, parce que nous, quand on s'approprie les mots, et puis si les gens rigolent grassement, ben c'est leur problème, hein, si ça les fait rigoler. Mais c'est à nous de nous emparer de la langue. La langue est à nous. J'ai assez travaillé au Robert pour savoir que l'usage s'impose. Donc si nous en faisons notre usage, eh bien, on l'a vu pour plein de sujets. On a réussi, par exemple, ben ça c'est mon livre d'avant, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, c'est vraiment exaspérant, alors qu'il existe le mot avortement et que interruption, comme vous savez sûrement, interruption, ça veut dire qu'on reprend après. Alors, pourquoi on ne dit pas avortement? Parce que c'est un mot qui choque. Eh bien oui, c'est bien de choquer. Oui, il faut dire les mots justes. Les mots justes ne peuvent pas
choquée vraiment, puisque c'est le mot adapté à la situation. Et dans plein de cas, c'est comme ça. Alors, si je reviens au Salopes et au Don Juan, vous voyez bien que Don Juan, c'est valorisant, il est couvert de femmes, les femmes se jettent à son cou, etc. Et une femme qui ferait la même chose, ou même 10 fois moins, elle, bah, c'est qu'elle a la cheveux au cul, tous les mecs lui passent dessus, toutes les bassitudes sauf le tramway, enfin vous savez, c'est gentillesse qu'on dit sur les femmes. Donc c'est vraiment un problème que notre langue et que nos mentalités. Parce que, je vous fais court, parce que j'ai raconté donc aux différentes époques de la vie, aux circonstances, et puis j'ai terminé cette partie par un chapitre absolument déprimant, que je vous fais court aussi parce que c'est trop déprimant, parce que quand j'ai commencé à faire ce sujet, j'ai parlé autour de moi et les copines jeunes me disaient, mais ça a bien changé, mais voyons, mais maintenant les femmes affichent leur désir, il n'y a qu'à voir les sites de rencontres. Ben oui, mais on cite toujours le même, adopte un mec, il n'y en a qu'un. Et sur tous les autres sites de rencontres, ben, les femmes, elles se présentent comme d'hab, quoi. Elles mettent en valeur ce qui fait d'elles des personnes libérées, mais pas trop, enjouées, mais pas trop, enfin, tout dans la nuance et la mesure. On est toujours en train de se conformer à un modèle. Donc, et le fait que ça ait changé, eh ben non, eh ben non, et non, et non. Parce qu'on vit une époque, je vous dis comme historienne, on vit une époque dramatique, enfin là, j'espère vraiment, vous savez, il vit l'époque, on ne peut plus appeler ça crise, on est dans un moment de, on va dans le mur, c'est évident pour tout le monde, là, enfin, pour tout le monde qui ouvre les yeux. Et dans ces époques-là, dans l'histoire, c'est classique que les rôles traditionnels se renforcent. Évidemment, quand tout fout le camp, on se raccroche aux certitudes, les femmes à la maison, à s'occuper des enfants. Ça, au moins, ça sera bon. Et donc, aujourd'hui, on voit par exemple mon amie Laure Dossy va publier très bientôt un livre qui s'appelle La réputation. Et elle a étudié en profondeur ce qui se passe dans un quartier misérable de Creil. Et c'est absolument atroce, parce que c'est là, en lisant son livre, que j'ai vraiment compris que, si jamais j'avais eu un doute, que quand les femmes sont agonies d'injures et déshonorées et traînées dans la boue pour ce qu'elles ont fait, même si c'est minime, j'ai enfin bien compris que non, c'est pas ça. Elles n'ont rien fait. Il y en a qui n'ont rien fait du tout. Parce que maintenant, avec la maîtrise qu'ont ces jeunes générations des outils modernes, il suffit, d'ailleurs, c'est pas d'hier qu'on fait ça avec la prof, on prenait une image porno et qu'on collait le visage de la prof. Bon, d'accord. Mais là, c'est systématique. Une fille qui rejette un garçon, elle a donc rien fait. Eh ben, elle est déshonorée parce qu'on balance son image nue, qu'elle ait envoyé ou non une photo d'elle nue, pas ce sujet, mais c'est même pas la peine qu'elle l'ait fait. Donc finalement, je reviens au truc de base, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est née femme, c'est tout. C'est tout. Et donc, dans ces quartiers où la vie des filles compte si peu, parce que cette histoire de Creil, c'est en relation avec l'assassinat, vous vous rappelez de Shaina, qui avait 15 ans, qui était enceinte, et que le type a tué d'un coup de couteau, puis brûlé, parce que lui, il était déshonoré d'avoir mis enceinte une fille. Enfin bon, un truc épouvantable, et ça se passe de nos jours, là. Alors, si on croit que ça a changé, eh ben, ça a peut-être changé. Je dis toujours ça aux gens qui sont très optimistes. Ça a changé pour vous. Bravo, félicitations, vous avez beaucoup de chance, mais il y a les autres. Parce que, bien sûr, on élève nos enfants comme féministes, on transmet nos idées féministes, mais vous savez parfaitement qu'on n'est pas très, très, très nombreuses dans le monde, qu'on est même une minuscule minorité, qu'on nous prête beaucoup, on nous prête beaucoup de pouvoir. Mais enfin, le féminisme, combien de divisions? Le féminisme, quel pouvoir? On a le pouvoir, certes, démesuré de notre intelligence. Il est vrai que ça, les féministes, c'est vraiment une grande sélection. Parce qu'avoir compris comment ça marche et vouloir se battre contre ce système, c'est une grande preuve non seulement d'intelligence, mais de courage. Parce que normalement, quand on comprend qu'on a du mauvais côté, on s'écrase. Oui, mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des résistantes. Parce que je rentre ce vocabulaire militaire, mais enfin, il faut bien reconnaître que la guerre a éclaté depuis un certain temps et que les victimes, c'est nous. C'est nous les victimes des féminicides, c'est nous les victimes des crimes sexuels, etc. Enfin, en grande majorité, c'est nous, nous, en permanence. Nous, les femmes, on pourrait faire un catalogue des horreurs qui nous arrivent et on est bien bonne de les aimer encore. Enfin, ça, c'est pour certaines. Hein. Bon. Mais donc,
les vrais hommes, ils se désolidarisent de ces salopards. C'est ce que tu dis? De moins en moins, bon, d'accord, enfin, disons certaines. Il y a encore des illusions peut-être sur eux. Vous savez, c'est la phrase toutes les femmes sont opprimées sauf la mienne. C'est quand même merveilleux ce genre de phrase. Hein. Donc, ben nous, il y en a certaines qui ont de la chance, qui ont élevé leurs fils comme des féministes. Enfin, en tout cas, j'ai essayé pour le mien et on dit qu'il est féministe. C'est-à-dire un truc fou qui respecte les femmes, un truc fou, quoi, un truc qui devrait être de base. Mais non, non, ça suffit à faire d'un homme un féministe. Où va-t-on? C'est quand même le brevet minimum de. Alors donc, je conclus cette partie sinistre sur, ben voilà, non seulement ça ne va pas mieux, parce que de toute façon c'est une grande illusion quand on fait de l'histoire et qu'on croit que petit à petit ça va mieux, on monte les marches une par une, mais oui, on va y arriver, la lumière est au bout du tunnel. Pas du tout. Pas du tout. On dévale brutalement l'escalier, on se retrouve en bas et on recommence. Et ça s'appelle, autrement dit, le rocher de Sisyphe ou toute autre métaphore. Sisyphe, et c'est nous, ben, c'est nous, les féministes, pleines d'espoir. On recommence parce que de toute façon, on ne sait pas faire autrement. On ne peut pas se taire quand on entend parler des Afghanes ou des Iraniennes. Nous, on ne peut pas dormir. Nous, c'est comme ça. On a l'injustice en nous, ce sentiment de l'injustice, de dire non, c'est pas possible. Enfin, vous êtes toutes comme ça, alors je sens que presque convertie, donc je vais peut-être changer de. Bon, après. Donc, voilà, on n'est pas nombreuses, mais on est le levain dans la pâte, parce que nous, on dérange, on réaffirme les mêmes valeurs. On fait ça parce qu'on a une grande illusion, on fait appel à l'intelligence, nous. Nous, on raisonne, on explique, on démontre, tandis qu'eux, ils ont des certitudes. Les hommes seront toujours des hommes et les femmes, leur place est à la maison. C'est ce genre d'évidence qu'on peut quand même discuter parce que c'est un peu pauvre comme raisonnement. Non, les hommes ne seront pas toujours des machos. Il y a moyen de travailler là-dessus. Et les femmes ne seront pas toujours là à attendre que ça passe. Non, les femmes se révoltent. Se révoltent. Il y a encore du chemin jusqu'à la révolution, mais la révolte, elle est bien là quand même. Donc, après ces moments déprimants, parce que là, ce livre a été fort à écrire et à voir toutes ces horreurs et à essayer de les documenter, de faire des références, d'expliquer comment tout ça se passe dans la langue, dans les faits. Maintenant, je vais vous ouvrir quelques pistes d'espoir avant qu'on discute. Alors, la piste d'espoir, c'est bien simple, il n'y en a qu'une. Je vais vous dire trois, mais il n'y en a qu'une. Le féminisme. C'est simple. Ça ne passe pas que par le féminisme pour que ça change. Ça ne changera pas tout seul. Non, les mentalités n'évoluent pas toutes seules. Non, il faut agir, montrer, démontrer, prouver, être solidaire surtout, parce que si une femme y arrive, eh ben, ça ne veut pas dire que les autres peuvent y arriver, parce que ça serait trop simple s'il y avait suffisait de vouloir. Non, il faut aussi pouvoir, il faut aussi donner des éléments aux autres. Alors donc, j'avais noté 3 éléments à vous raconter. Alors, voilà. Eh bien, il y en a un argument qui est facile à comprendre, la double morale. Pour que ça change, ben c'est très simple, il faut une morale unique. C'est très simple. La même morale pour tous. Les garçons ont le droit de faire ci, les filles ont le droit de faire la même chose. Les femmes sont interdites de ça, les garçons doivent être interdits de ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de protéger les filles exagérément. Il n'y a pas de raison que les garçons se croient tout permis. Il n'y a pas de raison que les filles s'empêchent de, je sais pas, de faire des voyages, de faire du stop, enfin tout ça. Alors, je reconnais que, là je vais faire une parenthèse quand même, c'est complètement utopique évidemment, mais vous n'espérez pas autre chose quand même. Là maintenant je vous parle que d'utopie, c'est-à-dire un truc très 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 loin là-bas vers lequel on marche. Et puis même quand quelquefois, je vais vous dire, quelquefois on a l'impression qu'on marche pas très très loin vers la lumière et quelquefois on est tellement désespéré qu'on a l'impression que la lumière est éteinte. Alors je vais vous dire la phrase que je me répète dans ces cas-là. Je ne vois aucun espoir, je vois le mur et on va dedans. Mais la lumière est en nous, il faut la rallumer. C'est ça que ça s'appelle l'espoir. Alors donc, ce que j'ai vécu comme mère de filles et de fils, bah, c'est que tout de même, on a des idées féministes, bien sûr, elles pourraient s'habiller comme elles veulent, bien sûr, elles pourraient être dans la rue à 2 heures du matin, bien sûr, mais enfin quand même, on est obligé de lui dire, un peu une double morale, de lui dire, en principe c'est ça, mais dans les faits, tu m'appelles quand même quand tu es... Hein, tu fais attention, tu te fais accompagner. Oui, alors ça s'appelle des contradictions, mais parce que c'est très très dur de vivre libre quand même. C'est très très dur parce que les autres, ils ne savent pas, les autres, ils voient juste une femme, c'est-à-dire un trou, c'est-à-dire une fille à qui on peut dire tu prends combien dans la rue. C'est quand même dingue ça. On dit encore ça à des filles maintenant, tu prends combien?
Les filles sont des putes dans la rue. Les filles en mini-jupe, on les racole encore. Donc une morale unique, ça devrait être qu'on s'habille comme on veut. Bon. On fait ce qu'on veut et on se fout de l'opinion des autres. Alors, ça, c'est le plus dur. Pour commencer, d'ailleurs, je vous le dis, y compris, c'est des démarches que j'ai ici faites. Se foutre de l'opinion des autres, c'est vraiment très, 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 très difficile pour une femme parce que la réputation, ça veut dire que c'est les autres qui décident de qui vous êtes et l'étiquette qu'on vous colle. Eh bien, c'est terrible. Donc, c'est Lou Andréas Salomé qui disait ça. Je me fous de ce que les autres pensent de moi. C'est ce que moi, je pense de moi. Et ben oui, c'est ça qui compte. C'est moi, ce que moi, je pense des autres. Ben non. Si la vie des autres ne m'importe pas, évidemment, il ne s'agit pas de les blesser, de les choquer gratuitement. Mais il y a quand même des limites entre filer doux, raser les murs, etc., comme on fait quand on est une femme dans un monde d'hommes. Non, s'affirmer, sortir les épaules, redresser la tête, sortir du trou, quoi, être digne, être une femme dans la plénitude du mot, ça veut dire être un être humain complet. Bon, ça c'est donc c'était mon couplet utopique, la morale unique. Ensuite, ensuite, la réalisation de la valeur d'égalité, évidemment. La valeur d'égalité qui est du pipeau pour l'instant. Il n'y a qu'à voir. Tellement de féministes, ministres ou autres, nous expliquent qu'avec cette démarche, avec cette mesure, on va aller vers plus d'égalité. Là, je me bidonne une violade. Ça veut dire quoi, aller vers plus d'égalité? L'égalité, elle est ou elle n'est pas. On ne peut pas aller vers plus d'égalité. On peut aller vers l'égalité. Donc, ça en dit long quand on commence à dire des trucs aussi peu français que ça. Ça en dit long de l'inconscient qui est que bon, on est très, très, très loin là. L'égalité, c'est très, très loin. Mais oui, mais c'est un droit. C'est un droit depuis 2 siècles et demi. C'est un droit dans la pensée philosophique. C'est quand même une révolution. On a pensé les hommes et les femmes comme des êtres humains avec les mêmes droits. Alors que, non, ça tombe sous le sens, n'est-ce pas? Les hommes et les femmes sont deux espèces différentes. Pendant très longtemps, on a pensé ça. Ce sont des espèces différentes, avec des émotions qui les régissent de manière différente. On a vraiment cru ça pendant très longtemps. Mais au XXe siècle, on a quand même démontré qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les êtres humains, hommes et femmes. Ce n'était pas le sexe la principale variable de la différence. Il y a autant de différences. Non, c'est pas d'accord? Ah bon, bon, merci. Voilà. Il y a autant de différences entre un homme et un homme, entre une femme et une femme, entre une femme et un homme. Le sexe, c'est qu'une différence. Enfin, tu as des grands, des petits, enfin, on ne peut pas le dessin. Les différences, c'est d'ailleurs notre richesse, ces différences. On n'allait pas être en uniforme, c'est avoir des corps identiques. On est tous différents, on est tous et toutes uniques. Ça, c'est vraiment très important parce que la dignité de l'être humain, elle est à ce prix de comprendre que chacune de nous est unique. Donc l'égalité, elle coule de source après. Puisqu'on est si différents, ben, on doit avoir une égalité de droit, puisque à l'origine, ces différences introduisent évidemment des inégalités. Il y en a qui courent plus vite que d'autres, il y en a qui pensent plus vite, il y en a qui apprennent plus vite. Et bien oui, mais l'égalité de droit, c'est que tout le monde a droit à l'instruction, a droit à faire de la gym, a droit à se développer dans la mesure de ses possibilités. Bon, ben ça, c'est l'égalité, deuxième utopie. Et la troisième est plus difficile à préciser, mais je vais vous dire ça, c'est parce que je me proclame une spécialiste de la sexualité, sur laquelle j'ai quand même beaucoup écrit et j'ai fait beaucoup d'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées. Et donc, c'est le résultat d'une longue, longue vie de réflexion et de pratique de la sexualité qui m'amène à vous dire qu'il faudrait aussi que la sexualité ait sa juste place. Et que je trouve, bon, là j'avance sur des œufs parce que je n'ai pas écrit ça dans mon livre et que je lance cette idée, je trouve que la libération sexuelle entre 50 guillemets des années 70, qui comme vous savez a profité aux hommes parce qu'ils nous demandaient de coucher et quand on refusait, ils disaient qu'on n'était pas libérés. Ben voyons, comme si libéré, ça voulait dire on fait les jambes à tout le monde. Bon, je ferme la parenthèse. Donc la sexualité qui, depuis les années 70, prend beaucoup, 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 beaucoup de place dans nos vies, dans nos livres, dans les journaux. J'ai été journaliste et je sais qu'il suffisait de proposer un papier sur tous les trucs sexuels. Ah, je vous rappelle pour mémoire, c'est la couverture de Elle, la pipe ciment du couple. Je vous rappelle, parce que j'ai rarement vu un titre aussi drôle à la une, quand même. Ciment. On se demande, ciment, qui va rester collé, hein? Bon. Donc, les sujets sexuels ont envahi la presse féminine d'une manière ouverte. La pornographie est maintenant
reconnue à peu près comme la principale initiatrice des connaissances sexuelles, enfin des trucs absolument dramatiques. Donc, il serait temps, avec un mouvement qui va prendre au minimum 200 ans, parce que quand ça va très très loin dans un sens, c'est très très long à revenir, mais après avoir été au 19e siècle complètement contrainte d'une sexualité qui imposait aux femmes la virginité et aux hommes qui les amenait à avoir recours aux prostituées, et bien maintenant, les femmes non seulement doivent ajouter à leurs innombrables talents comme faire la cuisine, s'occuper des enfants, retenir les rendez-vous, etc., mais en plus d'être une excellente amante et de faire des pipes comme personne, enfin c'est vraiment trop, quoi. On en avait déjà trop, mais là c'est la 4e journée de travail, c'est vraiment complètement dingue. Donc, je me rappelle cette femme qui travaillait avec son mari dans une boutique et qui disait, ben oui, vous rentrez chez vous, mais moi le patron, je l'ai sur le dos la nuit aussi. Ça m'avait beaucoup marqué cette phrase. Ouais, et ben parce que c'est le dernier travail, ou bien des femmes que j'ai entendu dire, c'est le dernier travail de la journée, la dernière corvée de la journée. Donc, bon, ça c'est très triste, mais la sexualité, bon, c'est peut-être parce que je suis vieille, je vous l'accorde. Bon, mais il me semble, toute chose égale, par ailleurs, que ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place parce qu'on a encore une construction mentale sur le fait que les désirs des hommes ne sont pas des désirs, mais des besoins. Combien de filles j'ai entendu dire aujourd'hui, mais lui, il a tout le temps envie, mais vous comprenez, les hommes, c'est pas pareil. C'est pas pareil que quoi? C'est quoi les besoins sexuels? Parce que les femmes, elles manifestent le 10e du quart, du centième de mecs, elles sont traitées de nymphos, voire de grosses nymphos, c'est double injure. Donc c'est vraiment terrible. Alors, j'explique tranquillement, calmement, qu'il y a une immense variété dans les êtres humains. Il y en a qui ont beaucoup de désirs et il y en a qui n'ont pas beaucoup de désirs et ça n'a rien à voir avec le sexe homme ou femme. C'est comme ça. Il y en a qui ont une très grande faim de tas de choses et puis il y en a qui aiment mieux, qui sont des gourmets, c'est une fois de temps en temps. Ça, c'est très difficile parce que les garçons sont élevés dans l'idée qu'ils ont tous les droits et que quand ils désirent, c'est un droit. J'ai même entendu, vous savez, c'est bien connu, quand on allaite les garçons, les mères les allaitent plus longtemps et plus rapidement. J'ai entendu des mères qui disaient d'une fille, ben, le bébé fille, ben, elle va crier, elle va attendre, de toute façon, il faudra qu'elle apprenne à souffrir. C'est terrible, ça se construit dès l'enfance, toute petite enfance, le fait que les désirs des femmes, leurs besoins, si on peut dire dans ce cas-là, parce que c'est un besoin. Oui, se nourrir est un besoin, mais la sexualité, c'est pas un besoin. J'espère que je vais revenir au basique quand même. Les besoins fondamentaux primaires, ils sont un très petit nombre. C'est manger, boire, respirer, excréter, c'est avoir chaud, dormir et être en sécurité. Ah oui, c'est ça comme besoin. Ben, dans les besoins primaires fondamentaux, je crois qu'il y en a 6, eh ben, il n'y a pas la sexualité. La sexualité, j'ai beau raconter au mec qui me dit je peux plus, je me dis ça ne va pas vous sortir par les oreilles. Il y a moyen des trucs, par exemple, vous pensez à votre déclaration de revenus, vous pensez à votre contravention. Ça fait retomber la tension en général. Parce que les mecs, ils essayent de me baratiner, mais entre mecs, ils savent très bien que c'est du flan tout ça. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais si, t'en peux, mon gars. Retiens-toi, tu peux. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, hein? Et quand ils me parlent de la misère sexuelle, ça fait 50 ans qu'on nous bassine avec la misère sexuelle. Je leur dis que ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la frustration sexuelle. C'est extrêmement différent, la frustration sexuelle. Ça, tout le monde peut dire qu'on en a. Et quand on s'apitoie sur les pauvres mecs célibataires ici, et je leur dis, et les 3 millions de veuves, vous en faites quoi? Tout le monde s'en fout des 3 millions de veuves. Donc, les besoins sexuels, ça n'existe pas. Donc, et que la sexualité ne soit pas la solution à tout, y compris la migraine, y compris on ne sait pas quoi faire, on s'embête, etc. Non, non, la sexualité, c'est quelque chose, c'est une façon de s'exprimer, une façon d'être au monde, une façon d'être en relation. C'est pour ça que moi, j'aime bien le mot relation sexuelle et non pas tous les autres. À vrai dire, je n'aime que celui-là pour désigner là, parce que c'est vraiment effrayant le vocabulaire sur lequel je travaille en ce moment, de ce qu'on peut désigné comme ça. Donc, la sexualité introduit une relation. C'est pas seulement. J'aime pas quand on dit acte, parce que acte, à moins qu'on parle de l'acte seul, qu'on fait seul. Mais en général, on fait ça à deux. Donc, déjà, il faudrait un peu trouver autre chose. Donc, la sexualité, qu'elle soit à sa juste place, c'est-à-dire un truc fou. Je vais vous donner ma définition de la rencontre sexuelle, c'est-à-dire la rencontre de deux désirs d'adultes. Un truc fou, hein. La rencontre de deux désirs d'adultes. Ben, il n'y a pas beaucoup
relations, rapports sexuels qui correspondent à vraiment cette définition. Si on s'interroge vraiment, il y en a toujours un des deux qui est un peu plus dans l'autre. Et donc, tout ça pour dire cette grande parenthèse qui n'est pas dans le livre, mais parce que j'ai évolué depuis, eh bien, je trouve qu'il faudrait la remettre à sa juste place et arrêter aussi, et surtout, sa juste place, qu'elle ne soit pas sale. Parce que ça n'a rien à voir avec la saleté. Ou alors la saleté, c'est normal. Évidemment, le sperme, la mouille, tout ça, évidemment, c'est organique. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sale? Qu'est-ce que c'est le sale? Évidemment, c'est moral, on s'entend bien. Je fais l'andouille, mais c'est quand même, je sais bien qu'ils veulent nous salir avec ça. Mais quand on nous injurie, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les injures qu'on nous envoie, les injures, ça ne salit que la bouche qui les prononce. Nous, il faudrait qu'elle se laisse atteindre par cette saleté. Quand on, par exemple, quand on nous traite quand on dit sale con, on met de la saleté dans le con qui désigne notre organe féminin, comme vous savez, c'est le vagin, le con. Moi, je m'interdis de traiter un homme de con parce que c'est quand même un mot extrêmement. Parce que vraiment, ça serait un compliment, j'espère. D'ailleurs, j'ai appelé mon livre Le Roi des cons, mon livre d'avant, parce que je trouvais ça très bien. Je dépeignais un monde merveilleux où les femmes seraient à leur juste place, leur vulve honorée, et que quand on voudrait faire un grand compliment d'un homme, on dirait à lui, c'est vraiment le roi des cons. Et ça serait un grand compliment. À ma grande surprise, l'éditeur a accepté ce titre. Donc, pour conclure là-dessus, eh bien, je vous recommande plutôt Le Don Juan et la flûte contre la double morale sexuelle. Cette double morale, elle tue. Maintenant, j'espère que vous avez un peu rigolé, mais c'est sérieux. Elle tue cette double morale. C'est au nom de ça que les Afghanes, les Iraniennes, etc., je ne fais pas le détail, il y en a les féminicides, la jalousie, par exemple. La jalousie, c'est la mort de l'amour. La jalousie, je te tue parce que je te préfère morte que heureuse sans moi. Mais c'est quoi cette façon de considérer la sexualité ou tromper, tromper, tous ces mots qui sont pleins de salissures pour les femmes, alors que les hommes, vous voyez, la femme lapidée, la femme adultère lapidée, l'adultère, elle l'a commis avec quelqu'un, mais où il est le quelqu'un? Je me suis toujours demandé ça dans l'évangile, quand Jésus renvoie la femme lapidée, pardon, la femme adultère qui devait être lapidée en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, eh bien, où il est l'autre? Pourquoi c'est toujours les femmes qui payent? Eh bien, il y en a marre. Donc, à partir de maintenant, je dis ça, il y en a marre. Parce qu'on a été trop patiente, trop gentille. Il est temps de faire la révolution. Je trouve que la révolte ne suffit plus. Voilà, vive la révolution féministe. Laurent, tu as même connu les délais de temps. On avait 1 heure environ. Et donc maintenant, on va pouvoir, 1 heure pour poser des questions. Pour me poser des questions, vous levez la main, vous désirez, et il faut appuyer sur le bouton qui est devant. Non. Non. Oui, non, mais s'il te plaît, tu peux appuyer sur ton bouton rouge. Oui, c'est parce que sinon tu n'es pas enregistré. Il n'y a pas que de temps. Oui, juste une petite intervention quand même, puisque j'assistais hier au... Excuse-moi, est-ce que tu peux te présenter quelle est ta spécialité dans la vie? Voilà, et puis actuellement après, notamment, en Lyon. Écrivaine. Et donc, j'assistais hier à la remise du rapport du HCE, qui était très intéressant, par exemple, au niveau du vocabulaire, au but, c'est le premier point que vous inventé, qui voudrait officialiser le terme de pornocriminalité. Oui, très bien. Pornocriminalité, qui inclut bien sûr pédocriminalité, viol sur les enfants, l'inceste, etc., mais aussi, c'est le deuxième point, la notion de pornographie qui a été tellement considérée par le passé contre les féministes comme une libération, la possibilité d'être libre. Ça, le discours dominant, c'était la pornographie, on est libre tout de même.
Et donc, instaurer ce mot, ce terme de pornocriminalité, avec criminalité, justement, rend bien, notamment, moi j'ai découvert des choses atroces que je ne connaissais pas, que les jeunes femmes qui se vendent pour des raisons, gagner leur vie, etc., qui se vendent donc à des films porno, c'est-à-dire au vol de leur image et à la diffusion de leur image sous torture. J'ai découvert hier à quel point il y avait torture. Je ne savais pas. Je vous passe les détails parce que je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais n'empêche, ce n'est pas du cinéma ce qui nous a été montré dans ce rapport. Ce n'est pas du cinéma, ce ne sont pas des faux semblants. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité de la torture. Ça, c'est extrêmement grave parce que ces jeunes femmes sont donc torturées. Le plaisir des voyeurs qui vont regarder ces vidéos, et les vidéos ne sont toujours pas interdites, c'est le problème. D'ailleurs, ça a discuté très longuement la question du contrôle d'Internet avec des vidéos pornographiques. Et dernier point que je voudrais juste souligner, c'est que ces vidéos porno-criminelles qui montrent des jeunes femmes dans la douleur, les cris, les pleurs, elles sont torturées, c'est ça, elles sont torturées. Eh bien, ça fait plaisir à certains quand on est dans le sadisme, et ça concerne les jeunes. Parce que, comme nous savons maintenant, les jeunes garçons, et là, il y a une discrimination qui se fait qui est géante, on a du travail, ce sont les garçons, 57% si je me souviens bien, qui même à partir de l'âge de 11 ans, regardent des images porno-criminelles. Et donc, pour eux, la culture du viol, c'est naturel. Une fille, si elle dit non, c'est qu'elle dit oui. Une fille, si elle ne veut pas faire l'amour, c'est qu'en fait, elle me dit c'est trop bien, etc. Tout est interprété à l'envers. Et c'est pourquoi aussi les féminicides, dont parlait Florence, ne diminuent pas. Ils sont complètement stables depuis des années et des années. Encore, on les ressent aujourd'hui, on les ressent pas. Donc, l'association entre le plaisir, ça c'est très grave, pour les jeunes garçons et les adolescents garçons un peu plus tard, le plaisir et la souffrance de la femme, qui quand elle dit non, elle dit oui, on est dans une contre-éducation, une contre-égalité, et je suis complètement désespérée. Merci. Merci. Oui. Bonjour, Véronique Pétalpédis, je suis conseillère culturelle et familiale et encore féministe spéciale de garde. Je vous dis que c'est très important, mais ce qu'on oublie, c'est que si les enfants ont accès à la pornographie tôt, c'est que les adultes ne les y protègent pas. Il y a eu des propositions pour que les sites de pornographie soient accessibles seulement avec une carte bleue, comme les paris sportifs par exemple, et en fait on ne fait rien. Donc, quand on ne fait rien, ça profite à d'autres. Et si ce sont les enfants qui sont exposés les premiers, et donc avec un risque de répétition à l'âge adulte, ils sont aussi les premiers qu'on doit soigner et protéger. Et ça, c'est la responsabilité des adultes. Excusez-moi, j'ai bien compris la dernière fois. Je veux dire, les premiers à soigner, c'est Les enfants, les garçons qui sont exposés aux violences pornographiques à travers les films, en fait, ils subissent aussi ce qu'on appelle un traumatisme, puisque la sexualité, même si je suis d'accord avec Florence, c'est quelque chose de beau, à condition que la relation sexuelle soit librement consentie entre adultes éclairés. Pour un enfant, on sait que notamment en dessous de 11 ans, il y a quelque chose d'effroyable à regarder la pornographie. C'est comme un film d'horreur, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et ça provoque une addiction, puisque ça, comme ça fait, il y a une sensation de dissociation, et donc il y a un retour à la consommation de ce produit. Alors, je suis beaucoup plus qualifiée pour la question, sauf que je reprends un débat ancien, c'est ça. Il y avait des violeurs, des violeurs, il fallait enlever la sécurité sociale gratuite pour les sauver. Et je ne pense pas que ce soit lui qui doit être en priorité. Ah, je suis Devant les victimes, enfin,
Ils subissent la situation en priorité. Il faut les soigner aussi. Et les sous, comme il n'y en a pas beaucoup, je pense que c'est mieux de faire des thérapies pour les jeunes, les petites filles. Parce que pour les garçons qui sont traumatisés psychologiquement, là, ça peut regarder ça. Il faut que ça s'arrête. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette les moyens pour que ça C'est d'abord qu'il faut s'arrêter, il faut arrêter les machines qui produisent ça. Tout à fait. Et La peut-être que fournisseur de carte bleue, c'est bien. ben, je peux essayer de donner une idée, mais Je m'entends pour la première fois, moi. Et par rapport aux vidéos, il y a des vidéos faites par des entreprises pornographiques qui se nomment effectivement comme des producteurs de films, mais il y a aussi toutes les vidéos qui sont faites par les agresseurs eux-mêmes et qui mettent en ligne des viols qui font subir à d'autres personnes. Et ça leur rapporte. C'est un truc qui clignote. Pourquoi il y a un truc qui clignote? Hein? Tu sais pourquoi ça clignote? Non. Non. Toi? Bonjour, moi, Irène Sauvage, je suis vice-présidente. Je suis en quelques équipes sont importantes. Les collectifs Ensemble contre le sexisme, un collectif de 40 associations dans tous les domaines. Et je voulais juste vous dire que vous avez peut-être regardé comme moi une émission avec une MLA sur l'inceste, très évidemment, épouvantable, etc. J'ai travaillé longtemps sur les violences envers les femmes, sur l'emprise, plein de témoignages, des films, des machins, etc. Et devant mon écran, l'autre jour, j'ai regardé par la même colère. Évidemment, il faut le montrer, aussi, il y a plein de gens qui l'incestent dans les médias, il faut faire des films comme ça. Mais à propos de la sexualité, j'ai toujours l'impression qu'on est à côté de la plaque. On écoute les victimes, on essaye de voir les féminicides, etc. L'inceste, vraiment, quand on voit les choses, c'est atroce. Mais j'ai envie de, comme dans la loi sur la Constitution, où on a détourné le regard de la femme prostituée ou de l'homme prostitué vers le client, j'ai envie de dire, mais et les hommes, et cette sexualité masculine, et cette violence, c'est pour ça que je suis très heureuse de vous annoncer, si vous ne le savez pas encore, que le président Emmanuel Macron a décidé la création d'une journée nationale contre le sexisme, après avoir entendu nos revendications pendant 6-7 ans. Donc, c'est le 25 janvier de chaque année. Voilà. Donc, parce qu'on a envie de travailler sur la racine de tout ça. Alors, évidemment, la sexualité, c'est très vaste, et les violences, c'est très vaste. Mais on se dit que c'est peut-être une petite chose d'eau qui arriverait à faire comprendre les mécanismes. Donc, on est plus seulement l'obligation d'écouter les victimes, mais surtout tourne vers les auteurs. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Blanche Albera, je suis artiste plasticienne, je travaille sur les questions de genre, sur les violences sexuelles et sur le sexisme, principalement dans le travail plastique. Je voulais parler, justement, là, on parlait sur la pornographie, et j'ai entendu un débat hier soir, justement, bon, en tant que jeune, même si je ne suis pas aussi jeune que les jeunes qui commencent, comme on dit, à regarder des films porno, mais en fait, pour rejoindre ce que vous disiez sur la place des femmes, justement, les filles doivent regarder aussi des films porno, parce que là, tout à l'heure, on parle principalement des garçons, et il y a aussi quelque chose par rapport à ça, les filles, si elles sont cool, elles doivent aussi regarder des films porno, mais pas trop, sinon c'est des salopes. Enfin, il y a cette double place dont vous parlez. Et donc, je trouvais ça aussi intéressant. Et aussi de se dire que finalement, dans la pornographie, c'est même pas des rapports sexuels, c'est des viols, c'est de la violence sexuelle, de la torture, comme vous l'avez dit. Et que. Mais bon, je trouvais intéressant cette histoire qu'il n'y a pas que des garçons et que les filles aussi sont habituées, enfin, doivent s'imprégner de ça, de ce qui doit être fait, ce qui doit pas être fait, mais pas trop accepter, mais pas trop, dans cette espèce de place dont on parle justement qui est ambivalente. Et tu fais. Ou est-ce qu'on ne peut pas assez ou trop
C'est parler des il n'y a pas de pièce de garçon. Pour remettre les micros là, on dira la question. Ils sont entre nous, ça va. C'est bon? Oui, mais c'est le voyez. Non, parce que Non, c'est un problème. c'est les gens Donc on n'entendent pas. on ré- Ah bah ça marche plus, tiens. Et toi? Nous, ça marche plus les micros. Oui, non, on répète pas la question si vous voulez. Hein. Organisation d'activité. Voilà, moi, je partage ce que disait Florence Moreno. Je voudrais juste trois choses. D'abord, la question du paradoxe que l'on traite les familles. Paradoxalement, l'apprentissage de la féminité, c'est quand même l'apprentissage apprendre à paraître désirable aux yeux des hommes. On nous traite beaucoup, en même temps, on doit apprendre une image féminine et on doit apprendre à montrer une base sexuelle pour paraître désirable aux yeux des hommes. Donc, c'est vraiment la contradiction au sein de la société. Et puis, d'autre part, on nous apprend à s'exprimer notre corps. Et d'ailleurs, les femmes au XIXe siècle, on les appelait le sexe. Le sexe. C'était comme ça caractérisé. Le 7e, le sexe. Donc, en fait, une sexualisation du corps des femmes, voilà. Et donc, sinon, une deuxième chose, c'est que je pense que vous disait qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes, sauf que dans notre société, nous, en fait, à chaque fois qu'on pose la question est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, c'est toujours c'est la testostérone. C'est systématique. Il y a des articles dans le quotidien qui expliquent que la testostérone est des comportements. La testostérone est des comportements très différenciés. On fait des expérimentations sur des animaux, sur des souris, des femelles rares, et qu'on leur achète de la testostérone, et automatiquement, leur comportement sera différencié, elles deviennent plus agressives, des comportements qui renvoient à ce qui est masculin, c'est-à-dire l'énergie, l'agressivité, la compétitivité, etc. Et que nous, ayant moins de testostérone, bien évidemment, on n'a pas les mêmes comportements, mais au fond, oui, on est spontanément, nous sommes tournés vers des rôles, vers des places dans la société différentes. Ce problème de la testostérone, de l'Institut du Châtelet, fait le lien entre les sciences de la vie et les sciences sociales. Moi, je serais très intéressée pour participer à un séminaire sur la question de testostérone, parce que moi, je me dis parfois. Je vais vous répondre tout de suite, surtout que vous avez votre voisine qui est bien placée pour vous aider à accepter la réponse. L'Institut du Châtelet, on se demandait en 2010, parce qu'on comprend certaines contrôles de cette sélection. Il y a deux biologistes de l'Institut du Châtelet ici, qui doit être bien moi-même, donc on va vous répondre. Mais en 2011, on a fait un colloque, et la découverte, les éditions de découverte, proposé de publier ce colloque. Ce colloque est publié sous le titre « Mon corps a-t-il un sexe, si tu peux le montrer vite ». Par hasard, je le voulais, donc je vais aller amener. Et voilà, ce livre existe et il y aura, je pense, beaucoup de réponses. Il a été publié en 2015, réédité en 2017 et maintenant il est bon. Maintenant il tire à la demande. En tout cas, il n'est pas très médiatisé. J'en suis désolée, on a fait tout ce qu'on a, puis on s'est roulé par terre, on a fait le pied au mur, mais on en a quand même vendu presque 1500 hein, pour un livre de science, c'est pas mal. En tout cas, les articles
Mais ça n'entre rien contre ça. Ce qu'on a fait justement, puisque nous sommes spécialistes, Joël Viels, d'immunologie génétique des cellules, et moi, à l'autre bout, je suis spécialiste des squelettes. C'est des gens qui ont vécu, donc dont j'analyse, je sais lire les os, donc j'analyse voilà, ce qui s'est passé entre la cellule et leur mort. Voilà, donc, alors sur la testostérone particulièrement, moi je pourrais dire quelque chose quand j'étais à la fac, non, certes, mais quand même, moi j'ai jamais appris que c'était l'hormone masculine. On m'a dit l'hormone de l'effort, de quoi? La testostérone. Et c'était le professeur d'université, hein, c'est pas les féministes qui me disaient ça. Et effectivement, c'est-à-dire que plus on travaille musculairement, je vais dire un cerveau, je pense, je ne pas avec la testostérone. Enfin, ça ne produit pas de testostérone, ça ne sais pas. En tout cas, l'activité musculaire fait que vous produisez de la testostérone en dessous. Donc, une ponceuse de rail, en URSS, dans le temps, c'est une image comme ça, et peut-être pas exister, mais qu'on a dans la tête. Elle a fabriqué dans sa vie plus de testostérone qu'un mec qui travaille dans une bibliothèque. Hein. Donc, voilà, à partir de là, on a tout compris. Alors, que dans notre société, les hommes soient plus grands que les femmes, c'est statistique. Il y a 50% des hommes qui sont de la taille des femmes, hein, par rapport à la moyenne. La moyenne des hommes en France, c'est 1,70 et les femmes, 1,5 dans ces eaux-là. Je veux dire, il y a un regroupement, mais il y a 50% des hommes qui ont moins de 1,70 m. Pourtant, voilà. Et donc, on a la testostérone, ça ne peut pas plus. Hein. Alors que l'hormone sexuelle qui produit, ça s'appelle la testostérone, oui, mais ça peut être produit par différents endroits, la testostérone, par des organes génitaux sexuels masculins, par le travail, l'effort, enfin voilà. Donc, arrêtons avec la testostérone 3. Et en plus, j'ai fini, en plus, là, l'hormone sexuelle féminine et la testostérone, ils sont presque des algues. Ouais, il vous donnera des images plus précisément, mais c'est presque des analogues structuraux. Il ne faut pas grand-chose pour changer l'un l'autre. Donc, tu veux dire quelque chose? Elle va rien dire. Dans une structure moléculaire, vous la voyez dans votre tête ou pas du tout? Il y a des atomes qui ont des liaisons, Voilà, donc des fois, ça fait. Eh ben, c'est des radicaux qui sont peut-être à gauche et qui passent à droite, tu vois, donc c'est la même chaîne de synthèse, ça se différencie. Dernière molécule. Bateau. Donc, il y a une chose qui est importante et la différence tout à l'heure, parce qu'elle a très bien vu mon temps à sexe. Et que le sexe est une fonction permettant la procréation de l'individu, et que la vie continue sur Terre, produit des individus tous différents les uns des autres. On ne peut pas établir l'existence de race, c'est impossible, il n'y a pas de race différente dans les humains. Et pour donc toutes les autres variables, qu'elles soient celles de l'âge ou celles du sexe, c'est impossible de faire des classes étanches. Voilà, vous avez des continuums, des distributions, comme entre un blanc-blanc et un noir-noir, mais au milieu, vous avez des milliards de gens qui ont des tables intermédiaires. Voilà. Donc, c'est partout pareil. Donc, la testostérone, c'est vraiment important l'histoire de testostérone. Parce que si vous décidez de courir tous les jours 20 km, vous aurez plus de testostérone que 80% des mecs qui habitent Paris. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, là, j'ai inventé ce chiffre. Hein. En gros, c'est ça que ça veut dire. Oui, tu veux dire quelque chose maintenant? La testostérone sort. C'est évident que plus on marche facilement. Plus on court facilement, etc. Et la ligne, ce sera un continuum, voilà, clair, voilà. Non, c'est pas la mélanine, c'est les individus humains qui se forment un continuum. Chaque individu est différent de son voisin. C'est la fonction du sexe. Ça, la testostérone. Non, c'est des résultats scientifiques. Hein. Je ne parle pas de l'opinion publique.
l'opinion publique, elle reconnaît avoir de l'argent, les scientifiques, ils peuvent pas, parce qu'ils savent qu'il y a une infinité de gens entre eux. Voilà. La dernière chose, je voulais dire, c'est le fait que les femmes qui sont publiques et les doubles morales sexuelles, c'est la religion a une norme qui est là-dedans. Les religions monothéistes, ces options sont imprégnées aux normes religieuses, la morale religieuse. Et ça, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je voudrais bien répondre à ta première intervention. Parce que je supposais ça connu, mais je vais le redire peut-être pour les jeunes, mais elles ont beaucoup lu aussi. Au début, quand tu as parlé de... En fait, c'est toute la problématique de la maman et la putain. C'est-à-dire que les femmes sont toutes sexes. La femme n'est pas encore, la femme n'est que le sexe, comme tu l'as dit. Mais justement, elles sont divisées en deux catégories. Ça, c'est la grande invention du féminisme des années 70. Non pas que l'idée n'était pas avant, mais elle a pris en masse dans cette formule la maman et la putain. Et nous devons choisir notre camp, camarades, parce que c'est l'une ou l'autre. Et alors, on est sur un chemin de crête, et au moindre faux pas, on tombe. Parce que les mères, il n'y en a pas beaucoup, les femmes dignes, les femmes pures, les femmes blanches, les femmes de ceci, les femmes sans reproche. Mais une petite tâche et on tombe irrémédiablement dans le ruisseau. Le ruisseau, c'est une expression du 19e pour la prostitution. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne peut jamais se relever, par exemple, d'une calopie. C'est horrible. Tant de femmes se sont suicidées à cause de ça. Et donc, ce que les féministes demandent, c'est encore une fois un truc fou, c'est que les mamans puissent aussi avoir une vie sexuelle, un truc fou. Sinon, on pense qu'elles font leurs enfants comme ça, sur le dos et en attendant que ça se passe. Mais non, la Vierge Marie. Alors, à propos de religion, ton dernier point, la Vierge Marie a fait énormément de mal dans les pays catholiques, puisqu'on avait un modèle. Et ce modèle inatteignable était une pauvre pécheresse, et on avait alors que Marie-Madeleine est quand même beaucoup plus sympathique. Donc, c'est terrible d'avoir dans ces pays catholiques où on a eu cette exaltation à partir du XIIe siècle de la Vierge Marie qui a contribué à cette idée complètement stupide que la virginité aurait une valeur. Mais en quoi ça a une valeur d'être ignorant? En quoi ça a une valeur d'être nouveau? Ben oui, une fois qu'on l'est plus, c'est très bien, on devient adulte. Mais jusqu'à nos jours, enfin, elle le montre Lord aussi dans son livre La Réputation, la virginité, mais ce truc de rien du tout, parce qu'on sait bien, l'hymen ne correspond pas à grand-chose, il y en a qui ne l'ont pas, enfin, bon, c'est ridicule de penser qu'il y a une preuve chez les filles et pas chez les garçons, bien sûr, n'est-ce pas? Et que ça serait carrément la capsule de garantie à enlever lors de la nuit de noces. Il y a un livre qui peut sortir sur la nuit de noces, je vous recommande, c'est Gratiné. Parce que vraiment, mais c'est la double morale, elle joue à plein là. Dans le 19e siècle français, la femme doit arriver vierge à la nuit de noces et le garçon avoir fait ses expériences avec des putes. Alors, pardon, avec des femmes, c'était pour aller vite. Hein. Mais donc, c'est pour dire que le traumatisme d'avoir sa première fois pour un garçon avec une prostituée, ça, j'en connais un rayon parce que j'ai interviewé des centaines d'hommes sur ce sujet-là, le rapport à la prostitution. Le traumatisme que c'est d'associer plaisir sexuel et argent, plaisir sexuel et domination masculine sur une esclave sexuelle qui n'en a pas envie, eh ben, c'est pas bien pour un garçon. Et qui aborde une vierge qui meurt de trouille et qui n'y connaît rien, à qui on a dit laisse-toi faire, ton mari sait y faire, et qui la viole, quoi, en gros. Comme dans Une vie de Maupassant, où il y a la plus terrible nuit de noces qui soit. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous vous rappelez, le père qui prend sa fille à part et qui lui dit « Ma fille, ta mère ne veut pas le faire, alors c'est à moi de le faire ». Bon, ça dure une longue tartine, c'est gratiné, chaque mot est gratiné, mais en gros, ça se termine par « En gros, ton mari, c'est ce qu'il faut pour toi, donc laisse-toi faire ». C'est quand même terrible, parce que justement, tout à l'heure, Véronique a parlé de librement consenti. Moi, je voudrais vous dire que les féministes ont fait d'énormes progrès elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en 1978 apparaît un article fondamental de Nicole-Claude Mathieu qui s'appelle « Quand céder n'est pas consentir ». C'est un article qui fait date dans le mouvement féministe français. Quand céder n'est pas consentir.
Mais on a progressé depuis. Et au XXIe siècle, nous disons qu'en consentir n'est pas désiré. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que la rencontre sexuelle, c'est la rencontre de deux désirs d'adultes. Parce qu'il y en a marre que ce soit toujours des mecs, d'ailleurs, il y en a marre aussi pour eux, ils n'ont pas forcément envie d'être toujours dans la demande, d'être toujours, bon, d'être toujours dans la proposition. Ça serait bien de faire une fois l'un, une fois l'autre. Enfin, l'initiative, ce mot initiative, j'ai demandé ça à des centaines de gens qui prend l'initiative. Ben, c'est toujours les hommes qui prennent l'initiative, parce qu'une femme qui la prendrait, ça serait une pute. Donc c'est quand même dingue. On a déjà du mal à avoir accès à nos désirs, mais une fois qu'on sait ce qu'on désire, eh ben, on ne peut pas les exprimer parce que c'est aux garçons de désirer. Mais comme si les hommes, ça se saurait s'ils étaient psychologues, hein. Ça se saurait s'ils pouvaient savoir à l'intérieur de nous. Ben bon, non. Donc, franchement, si on n'en met pas un peu le doigt sur le truc, et quand je dis doigt, je sais ce que je dis, sur le truc à faire, et ben, faut être un petit peu, ça s'appelle de l'éducation sexuelle. Et ça, je suis intarissable sur le sujet, donc je prends encore 30 minutes pour vous dire. L'éducation sexuelle, je m'en suis occupée depuis 60 ans presque maintenant, non, 50 ans. Et j'en ai refait il n'y a pas très longtemps et j'ai vu la dégradation de l'état des garçons et des filles en 50 ans, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je passe. Mais l'éducation sexuelle et affective, comme on devrait toujours ajouter, parce que c'est pas qu'un truc qui rentre dans le machin, c'est quand même plus complexe si on veut une relation, ça construit une relation. L'éducation sexuelle, c'est une responsabilité de chaque génération à la génération qui suit. Eh bien, nous, collectivement, évidemment pas nous féministes, hein, mais nous, collectivement, nos générations, elles ont failli à leur devoir. Et quand il y a un vide, pour remplir la curiosité qui est parfaitement naturelle, normale, évidente, la curiosité sur ce qu'on ne connaît pas, sur ce qu'elle a mystérieux, sur ce que font les parents le soir et tout ça, eh ben, c'est la pornographie qui l'a remplie. La pornocriminalité, comme tu disais très justement, et d'ailleurs, je vais arrêter de dire pornographie à partir de maintenant, parce que de même qu'on a changé pédophilie, qui est un mot magnifique qui veut dire l'amour des enfants, et qu'on dit maintenant pédocriminalité, eh ben, ça change tout. Donc, vive la langue française correctement utilisée. Merci. J'ai envie d'intervenir, ça me brûle les lèvres, sur l'amour courtois, donc au XIIe siècle, que les précieux au XVIIe ont revalorisé et ont remis en scène une chose que j'en connaisse. L'amour courtois entre une femme mariée, bon, ça c'est un état, et mariée de force en général, non violée, faisant des enfants plus ou moins consentis, comme avec des maternités plus ou moins forcées, plutôt plus que moins. La femme, la dame mariée, a une relation amoureuse, donc un échange de désirs secondaires avec le jeune chevalier, le jeune aussi d'ailleurs. Et le chevalier et la dame sont dans une relation courtoise idéale. Elles sont égalitaires, ces relations, puisque j'ai envie de dire, le déséquilibre possible entre un homme qui voudrait commencer à l'initiative, dans la récompense, et la femme qui serait obligée de consentir oui ou non, eh bien, ce déséquilibre-là est corrigé. Et il est corrigé par quoi? Il est corrigé par le fait que la dame, elle est maîtresse. Mais une maîtresse, bien là, en français, elle est maîtresse du jeu amoureux. Quand on dit, René Lévy explique ça très bien dans son livre, quand on dit maîtresse du jeu amoureux, ça veut bien dire que c'est la dame qui commande les rapprochements entre les deux amants, la vitesse à laquelle ils se rapprochent, les caresses, les baisers, etc. Ça n'exclut nullement la jouissance, pour parler cru, de l'orgasme, enfin, ça n'exclut aucun plaisir, sauf que la femme n'est pas simplement dans le consentement ou le non-consentement. Elle est maîtresse du jeu amoureux. Et ça me semble une culture, ben, si je l'idéalise un peu, enfin, apparemment, ça a existé, une culture absolument remarquable qui a existé dans notre société et qui a été reprise donc par les précieuses du monde du culture. Merci. C'est vrai. Oui. Ah, une seconde. Une seconde, parce qu'il y a une question là. Oui. Madame Bayeux.
que je suis littéraire et j'ai beaucoup travaillé jadis sur les présentations en fait, de la femme dans la littérature, en France et dans l'art. Donc, j'ai plusieurs choses à remarquer. Donc, je vais d'abord rebondir sur tout le livre, qui est un sujet sur lequel je travaille pas mal. Et il y a un concept très intéressant. D'abord, on a décidé quand même un peu de se rééquiper sur le Moyen-Âge, sur la littérature. Et il y a un sentiment, il y a quelque chose, j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, de parler de relation. La relation, ça pourrait être absolument capital. Dans l'utopie, en manière générale, dans les relations humaines en particulier, dans la relation amoureuse, qui normalement aussi doit aboutir, on peut aboutir, à une relation sexuelle. Et dans ce type de relation, il y a une relation typique du Moyen-Âge que vous trouvez dans le Lait mental, extrêmement précise, de Marie-France, qui est une grande poétesse féministe, et féministe aussi, à sa façon, et elle parle de druidie. Dans la druidie, c'est ce que c'est un sentiment réciproque d'amitié amoureuse. C'est aussi bien être une amitié enfant, mais surtout l'amitié qui est aussi sexuelle. Elle n'est pas simplement liée à, c'est pas une amitié simplement, et qui repose sur une sorte de pacte, de contrat. Au niveau de Doru, il y a probablement d'un terme juridique, qui veut dire le droit, c'est probablement la même origine, et c'est un sentiment très, très beau, très chouette, et qui disparaît complètement du vocabulaire à partir du XVIe siècle, où là, on a une sorte de révolution, entre guillemets, un peu machiste, on va dire, un peu donc on va supprimer toutes ces nuances qui se recoupent effectivement dans les différents codes de l'amour pour soi, qui sont pas, et vous avez tout à fait raison, d'insister sur le fait de la mise et de la corporalité, qui va être effectivement rythmée par la femme. On peut douter quand même aussi que la femme soit souveraine, dit la littérature, c'est moins évident. On sait ce que peut cacher également l'amour pour soi, qui renvoie aussi à une certaine forme d'homosexualité, en fait, une homosexualité certaine. Et bien sûr, par exemple, quelqu'un qui avait été non propre avec elle, du nom de Galena, un groupe de poètes, etc., qui avait formé Cobadour, qui écrit par ailleurs des trucs absolument épouvantables sur les femmes. C'est vraiment des trucs, vraiment, de la plus basse espèce. Donc voilà pour la littérature, petit détail également dans les représentations de la femme, il m'a toujours frappé, c'est que je l'ai trouvé dans la littérature, pour le coup, sur ce sujet, qui est, par exemple, le fait que les femmes sont toujours représentées couchées à l'horizontale. On a le terme des horizontales, c'est ce que ça veut dire, qui ont opposé effectivement à la verticalité masculine, bon, c'est clair, mais les hommes sont représentés toujours dans une sorte de mouvement, de corps, qui est plié, les genoux vont être pliés, etc. Mais c'est jamais cette horizontalité de cap, sauf évidemment dans le cas de l'ensemble du Dormeur Ruban, par exemple, et même dans le sommeil, l'homme est jamais représenté de façon totalement passive. Donc il y a cette passivité féminine qui est assignée en quelque sorte à la représentation de la femme dans la réalité. Et vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, les femmes, c'est-à-dire c'était des hommes qui avaient l'initiative, je ne peux penser pas, c'est une expérience personnelle, que les hommes aiment bien aussi que les femmes prennent l'initiative. Alors, entièrement d'accord sur la maman et la maîtresse, c'est évident pour moi que c'est en fait la maternité qui se produit en nous, le problème effectivement de la guerre, on peut signaler quand même. Alors, il y a justement un mot qui fait penser encore ici, et qui a été oublié, qui est très important, pour désigner les femmes un peu viriles, qui ont justement cette masculine, on prête aux hommes, vous avez le mot virago. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution de ce mot qui est positive, au Moyen-Âge, donc vous avez une grande espèce, une grande espèce de Toscane, qui s'appelle Mathilde, et qui va obliger le pape à aller, non, c'est pas le pape, c'est l'année du pape probablement, mais qui va obliger l'empereur d'Allemagne à aller à Calissa. Je pense que vous connaissez la formule, aller à Calissa, qui va donc l'humilier. Donc vous avez cette idée encore Moyen-Âge, où les femmes peuvent être puissantes, et elles vont en ayant effectivement des qualités masculines. Et le mot virago est complètement dépassé vraiment négativement. Évidemment, c'est le virago, c'est une femme unique, certes, qui est très négative, parce qu'elle va avoir un genre qui est passé. Alors, il faut aussi avoir un vocabulaire, c'est-à-dire, bon, vous avez à la liste de titres fustigés ou des salopes, mais il ne faut pas oublier quand même que les hommes sont des salauds. Et que le mot salaud peut paraître aussi important, assez fréquent dans les insultes,
qui est donné pas forcément d'ailleurs par les femmes. Bon, pensez à Sartre, par exemple, qui va de deux bourgeois qui est celle identique, etc. Donc, vous avez ici quand même, il faut être un peu plus nuancé, etc. Donc, il faudra terminer sur un autre mot qui est assez intéressant et qui va un peu dans l'ensemble de vos propositions, c'est le mot de cours. Alors, le mot de cours désigne aussi, ainsi que le verbe d'ailleurs, désigne aussi le sexe masculin. Bon, alors il est moins fréquent dans ce sens. Et ce qui est peut-être plus intéressant, un petit mot de cas, par exemple, l'exemple du XVIIe siècle, dans le sens, les sévices en pauvre cas, c'est une fille qui va être violée, c'est une chanson qui est recueillie dans les enfants qui étaient venus, c'est une pastorale, si on veut, un peu drôle. Et c'est une fille donc, qui va être bergère, qui va être violée, le village va aller vers le violeur, le violeur qui peut même être parfois culpabilisé et condamné. Et justement, l'instruction, mais quand même, les services sont pauvres. J'aime beaucoup ce mot, les cas désignant le sexe masculin, il ne prend pas partie. Donc, vous avez quand même des possibilités, une façon positive aussi de voir le sexe, et un mauvaise pour deux choses, tout simplement le groupe, en fait, veut dire avec. Là, c'est le visage de la femme, qui veut dire avec. Et vous avez effectivement, avec ces termes de mots, vous avez un mot qui désigne le sexe masculin, le sexe, simplement, au féminin, mais aussi masculin, et l'avec. Et je trouve que c'est assez joli. Pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose, on fait avec quelqu'un. Et donc, il va désigner précisément cette relation. Dans la sexualité. C'est pas simplement Françoise, merci beaucoup pour toutes ces informations supplémentaires, historiques et qui me conviennent, mais il va falloir qu'on en reparle plus sérieusement. Je voulais simplement, Joël, à trouver la différence minime qui existe entre le stradiol et la progestérone, mais la testostérone, et donc elle va vous la dire. Et en fait, que ce soit les oestrogènes ou les androgènes, il y a du cholestérol, avec différentes étapes de synthèse, et c'est vérifié pour être sûr. La testostérone et le stradiol, par exemple, il y a juste ce qu'on appelle une enzyme, c'est une aromatase, c'est-à-dire qui modifie des molécules qui est entre les deux. C'est-à-dire que passer de l'un à l'autre est finalement assez simple. Le testostérone à l'estradiol, c'est juste un effet, je ne sais pas comment vous dire, moi, voilà, vous avez une étape de synthèse. Et passer de la progestérone à la testostérone, c'est deux étapes de synthèse. C'est-à-dire, l'idée, c'est que toutes ces enzymes sexuelles, sont de la même famille. Donc, il n'y a pas, quand on nous fait un caisse, pour parler simplement également de la testostérone, c'est juste, c'est comme tout le reste, c'est juste de nous faire bourrer nous. D'ailleurs, la testostérone, c'est juste qu'on essaie de nous bourrer nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de réel. La testostérone, c'est exactement comme ça. De testostérone peut-être. Testostérone, non, de stradiol ou de progestérone. Mais pourquoi de testostérone? C'est parce que madame a peut-être couru de kilomètres par an. Mais vous avez oui, c'est les gens qui sont entre nous. C'est ça qui est l'hormone que j'ai, qui pareil au même, De l'ostradiol, parce que je voudrais que vous compreniez le mot galiflorence, et qui est dans le livre comparatif d'inceste. C'est qu'on est variable d'individu à individu, mais soi-même au cours du temps. Entre le matin et le soir, entre un jour et le lendemain, entre une semaine et dans 3 mois, et avec des allers-retours. On n'est pas. Cette fixité que vous avez avec des catégories étanches, ça n'existe pas. Ah ben non, vous ne dites pas la vérité, vous dites la... Non, c'est juste la biologie, ça. Donc, je crois que on lui répond, ouais, regarde, je trouve que vous avez fait mal, c'est hormone féminine, c'est formidable.
C'est marqué dans les pilules contraceptives, il y a tout le temps pour Non, ça. mais ce que je voulais dire, c'est que, alors je dirais, madame, le stradiol, parce que je vais Les œstrogènes, rappelez-vous, œstrogènes. Ce que je voulais vous dire, par exemple, la testostérone, c'est enfin, il faut revenir sur quelque chose qui me tient à cœur, sur les intersexes. Vous savez que les personnes intersexes sont des personnes qu'on discrimine beaucoup dans les sports. Ouais, mais au niveau du sport, par exemple, il y a de nouveau des règles qui viennent d'être réinstaurées où on estime que les athlètes intersexes, les filles, qui concourent dans les filles, dans la catégorie féminine, sont avantagés parce que, pour une raison biologique ou une autre, d'ailleurs, il y en a plusieurs, font un peu plus de testostérone que la moyenne, que ce qu'on estime être la quantité normale. C'est-à-dire que vous prenez des gens dans la rue, il y a sans doute plein de femmes qui sont au-delà de 5 nanomol par litre de testostérone. Et ça, c'est ce qui est dans la PDB. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est pas la majorité extrême, c'est vrai. Les femmes ont moins de testostérone. Non, c'est ça, c'est des moyennes. C'est une moyenne. Bon, on va dire que, et donc on impose à ces athlètes, d'avoir revenu à ça. Mais il n'y a aucune analyse scientifique qui démontre que d'avoir plus de testostérone fait que vous pourrez. C'est là où, de toute façon, ça ne passe pas. Florence peut répondre à une question. Ah oui, parce que justement, c'est très intéressant, mais c'est quand même. Là, on n'est pas du tout dans les sciences, là, on est dans la sociologie. Là, le travail que je fais, c'est de la sociologie, de la linguistique, de l'histoire, c'est-à-dire les représentations, les mentalités. Alors, je me permets de remettre une pièce dans la machine à sexe, là. C'est quand vous avez dit que certains hommes aiment que les femmes prennent l'initiative. Yo, combien de fois j'ai entendu ça? Eh bien oui, mais alors, quelle femme? Mais quelle femme? Une femme qui pue, une femme qui est plus grande que vous, une femme qui ne vous plaît pas, qui est vieille, et qui vous dit, oh, mon petit, alors imaginez, hein, Evelyne, oh, mon petit, tu sais, je suis en manque, hein, tu ne pourrais pas tirer un petit coup vite fait là dans le vestiaire? Ben non, ils n'aimeraient pas du tout ça. Ils trouveraient, mais alors, il n'y a aucune femme, à part une femme saoule, qui se permet de prendre l'initiative parce qu'elle ne sait pas qu'elle va tomber sur cet homme-là. Attendez, non, mais c'est juste pour rire. Elle ne sait pas qu'elle va tomber sur un homme qui dit aimer une femme qui prend l'initiative. Parce que ça, c'est le grand fantasme des mecs. Je l'ai entendu, mais un homme sur deux m'a dit ça. Ah oui, mais je lui dis, mais quelle femme? Alors là, ça devenait un peu plus compliqué. Il fallait que ce soit une femme. Pas comme ci, mais pas comme ça. Saoule, pas question. Enfin bref. Donc, bien sûr, c'est le fantasme. Mais on vit dans un monde où une femme qui prend l'initiative, c'est une pute. Une femme qui prend l'initiative, une femme qui montre son désir, mais sans blague, même dans le cadre conjugal. Il y a des enquêtes sur la sexualité très sérieuses. Quand on demande à des couples qui vivent en couple depuis longtemps qui a pris l'initiative du dernier rapport sexuel, eh ben, je vous laisse imaginer la réponse. Non, vous imaginez? C'est les hommes ou les plus hypocrites disent les deux. Ben voyons, comme si c'était absolument symétrique, la rencontre de désir absolument symétrique. Mais tout le problème est qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil entre les hommes et les femmes et entre les femmes, etc. Et ben, il y en a qui ont envie à un moment, qui ne doutent pas. Et puis tout ça, ça se négocie, ça va tout doucement. Mais en tout cas, l'initiative, c'est une chose extrêmement complexe parce que d'abord, on montre par du code dans un couple que ce soir, éventuellement, on serait disponible pour un petit peu plus, etc. Enfin, on a des codes, on met certains vêtements, on fait certains petits plats, ou je ne sais pas quoi. Enfin, tous les couples ont cette habitude au gingembre, voilà. Bon. Et donc, c'est très compliqué, la sexualité, l'entrée dans le processus sexuel, ou alors, on pense que tout est sexuel. Moi, c'est plutôt ça, mon opinion. La vie est imprégnée de sexualité. La vie est imprégnée de désir. Parce que le désir, c'est la vie.
Ça, c'est intéressant, c'est que mais c'est pas du tout ça que je pense. C'est une mise en relation que je disais tout à l'heure, parce que moi, il y a un problème ici, d'abord l'éducation sexuelle, pas l'éducation sexuelle par rapport au rapport aux femmes, ça évidemment, ça prend il peut y avoir effectivement des hommes qui ont un rapport plus pacifié, on va dire, et qui neutre vis-à-vis des femmes. Mais c'est vrai qu'ils se retrouvent toujours un peu dans l'air quelque part. Donc, à la maman, il y a tout à l'heure. La femme n'est pas quelque part la mère, une mère d'ailleurs. C'est un évident non plus, ça ne va pas très bien. Voilà. Donc, non, on a précisé quand même que dans un cas extrêmement précis, c'est pas une question d'aller de bloquer sur la note, plus faire, dans la rue, en disant, voilà. Voilà, sauteur, sauteuse. Merci, Françoise. Vous avez, il y a d'autres questions parce qu'on va terminer dans un petit quart d'heure. Voilà, oui. Cher, à toi. Voilà. Oh, Hélène. Mais comme développé, donc, activiste, femmes des sciences, femmes des mathématiques, féministe. Depuis très longtemps, nous sommes la première exposition en 1974. Je voudrais juste faire la remarque par rapport à l'initiative. Est-ce qu'on ne dit pas, c'est quand même une question, et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, c'est une question d'éducation, est-ce qu'on ne dit pas intimidation? Et c'est un problème, pas nous personnellement, mais c'est toi qui prends l'initiative. Il y a quand même un problème d'éducation maintenant, et de toute la société. Je pense que bien sûr, c'est des garçons qui prennent l'initiative. Et si on essaye d'aller vivre ça, alors bien sûr, il y a vraiment une question, et c'est pareil pour l'éducation aux sciences, c'est ça, c'est-à-dire que la société dit que les femmes, elles sont normales, elles sont pas ici, c'est enregistré d'abord. Non, mais voilà, et franchement, et toutes les filles, elles sont comme ça, c'est dramatique. Annick était là, hein, Annick, Je crois que tu as tout à fait, Paulette, tu as tout à fait raison d'avoir mis en parallèle avec le fait que les femmes ne se sentent pas autorisées à faire des sciences, se sentent ne pas autorisées à prendre la parole. On sait dans les études des classes des scolaires que les garçons lèvent tout de suite la main et que les filles attendent. Je trouvais que ça va avec Florence. On t'adresse cette question. Oui, c'est-à-dire que on est toujours dans la réaction, l'homme est dans l'action, nous on est dans la réaction. C'est-à-dire que le monde est construit dans un schéma binaire, blanc, noir, oui, non, et comme c'est à eux effectivement qu'appartiennent le pouvoir, la parole et toutes ces choses, et l'assurance et la confiance en soi qu'on acquiert à la naissance. Depuis la naissance, quand on vous regarde, on vous dit t'es qu'une fille, c'est terrible. Pour prendre confiance en soi, moi, il m'a fallu attendre un certain nombre de décennies. C'est pour ça qu'heureusement que la vie est longue, parce que je dois encore m'améliorer dans la confiance en moi. C'est vraiment un truc très difficile à acquérir pour une fille. Et donc, on s'interdit des tas de choses. Les barrières sont à l'intérieur de nous, bien sûr. Tandis que les garçons, pas tous les garçons, mais en grande majorité, l'éducation, mais c'est toute la différence entre le sexe et le genre, évidemment, ça n'a rien d'inné. Ont confiance en eux, et d'ailleurs, quand nous, on est toujours scrupuleuses, moi j'ai refusé comme 3 fois de venir à ce séminaire, parce que, n'est-ce pas, Evelyne? Parce que moi je ne suis pas une chercheuse comme vous, alors moi je parle pour le grand public, avec mes mots à moi, plutôt des mots cochons d'ailleurs, vu mon sujet, et donc j'ai commencé par me dire que je n'étais pas digne. Evelyne peut témoigner, j'ai refusé 3 fois. Bon, à la fin, je suis contente, vous n'êtes pas que des chercheuses intimidantes, il y en a beaucoup que je connaissais déjà, donc ça va, mais nous-mêmes, on s'interdit des tas de choses, c'est quand même terrible, on n'a pas besoin de prison, la prison est à l'intérieur de nous. Et c'est justement ça le féminisme, c'est de vous dire la porte est ouverte, c'est vachement, vachement important ce que nous dit le féminisme, vous êtes des êtres humains de valeur, un truc fou quoi, vous avez une valeur, une dignité égale à celle des hommes dans ce monde.
Alors que ça tombe sous le sens qu'une femme vaut la moitié d'un homme. Enfin, ça tombe sous le sens. Que vous n'entendez pas une ministre parler avec la même considération que vous entendez un homme parler. Peut-être pas vous, mais enfin, il suffit que ce soit une femme, quelle est la voix plus aiguë. Alors ça, c'est un handicap naturel, un handicap, parce que les fumeuses sont très avantagées. Je vous le dis tout de suite. Hein. Une fumeuse avec une voix grave comme ça, elle en a pris, hein. Elle en impose beaucoup plus. Moi, avec ma petite voix de soprano léger, ça va. Je sais très bien qu'il faut que j'ai d'autres moyens pour imposer le silence. C'est vraiment très dur d'être une femme avec la. On est plus petite, on a des seins qui nous gênent, enfin, on a plein de choses, etc. Et je voudrais aussi revenir sur le corps sexué dont vous avez parlé, le corps hypersexualisé. Ça, c'est un concept qu'ont développé les Canadiennes, les Québécois. C'est très, très intéressant. L'hypersexualisation des petites filles. Elles ont développé ce concept il y a à peu près 20 ans. Ça m'a éclairée. Ça, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est dans l'histoire de la mode. Il y a des moments de la mode où on habille les enfants de la même manière jusqu'à l'âge de 7 ans. On le voit au début du siècle avec le tableau de Renoir qui montre les enfants de Madame Charpentier avec la même robe alors que c'est un garçon et une fille. Et les autres époques, comme la nôtre, où on habille les enfants dès le plus jeune âge avec des baskets pour un garçon et une petite robe pour une fille, et des ballerines pour des filles. Voilà. Où on sexualise dès le plus jeune âge. Ça dépend. La mode est un recommencement. On est dans une époque extrêmement sexuée. Et donc, l'hypersexualisation des petites filles, ce n'est pas assez analysé que ça va de pair avec l'hypersexualisation, on pourrait même dire putanisation des petites filles, va de pair avec le côté Mac pour les garçons. Les garçons sont habillés en petits Mac, avec de blousons de cuir ou des mécaniques, enfin le macro tout à fait, et la petite pute à côté. Enfin, vous excuserez ces mots grossiers, mais c'est vraiment ça dont ça donne l'impression. Les petites filles sont là comme des corps à vendre, jeunes, vraiment. Quand on voit qu'il y avait des strings pour 7 ans, enfin des trucs dingues, alors que les garçons sont soit habillés confortablement, donc comme des sportifs, ou alors roulent des mécaniques avec des blousons de cuir. Et ben, on construit un monde dans lequel les garçons, le monde leur appartient, les femmes sont des objets, sont des marchandises, il suffit d'y mettre le prix, et eux, ils ont tous les droits. Ben, c'est pas possible, ça peut pas durer. Donc heureusement, c'est quand même le grand réconfort que je peux vous dire au bout de 50 ans de féminisme, c'est que quand on a commencé, on croyait qu'on était les premières dans l'histoire. Bon, ça, on se trompait, ça c'est vrai, on n'était pas les premières, mais on était les premières quand même à penser de manière nouvelle. Par exemple, la sexualité, nos ancêtres, nos prédécesseurs féministes, elles ne pensaient pas à la sexualité, puisque à partir du 19e, quand le féminisme commence, il n'y a pas de contraception efficace. Donc, il n'y a pas de solution au problème de sexualité égale enfant à court terme. C'est pas possible. La grossesse est une punition épouvantable. Donc, comment elles s'en sont tirées, les pauvres? Eh ben, elles ont renoncé à la sexualité, les premières féministes. Parce que l'avortement n'était pas possible, la contraception non plus, et on ne pouvait pas développer une sexualité libre. C'est pour ça que la rupture des années 70, c'est la pilule. Et moi, personnellement, je vais vous dire, je suis la première génération qui a pris la pilule avant même la loi Neuwirth. À l'époque, on disait que ça faisait passer l'acné. Et nous, on savait très bien que ça évitait d'être enceinte. La première génération qui a commencé, moi j'avais 19 ans, avant j'avais une petite vie sexuelle en ayant la trouille tous les mois. Et là, on a amorti, ça a été merveilleux, c'était la libération totale. Et bien ça, on était la première génération, et j'en avais bien conscience, on faisait l'histoire. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, des femmes en grand nombre, bon, Sylvie et vous écoutez là, c'est la première fois dans l'histoire, des femmes ont pu se projeter dans l'avenir. Moi, j'ai pu dire, je peux faire telle et telle étude. Alors qu'avant, les femmes, elles ne voyaient pas plus loin que c'est tomber enceinte, c'est pas possible. Et or, ça pouvait arriver, il fallait avoir des enfants. Donc, c'est ça qui a changé. La pilule nous a permis de devenir des sujets sexuels comme les garçons, sans conséquence. On n'était pas punis par une grossesse. Moi, je suis de la génération qui a vu partir les filles du lycée enceintes. Elles étaient punies quand la grossesse se révélait, elles devaient quitter le lycée, arrêter les études. C'est horrible. Des filles qui se sont suicidées enfin, parce qu'elles étaient enceintes hors mariage. Donc, on a commencé l'effet pervers de la pilule. Attends, je termine sur la sexualité, dans la sexualité et les autres méthodes que la pilule, où on a pu se projeter dans l'avenir et construire notre sexualité. Et bien voilà, on en est encore là. On est tout sexe. On est maintenant entièrement sexué et on ne peut pas avoir des vêtements qui soient, par exemple, androgynes.
on est obligé de marquer dans sa sexualité. C'est vraiment un problème que les féministes doivent penser de nouveau maintenant. Parce que tout ce travail qu'on a fait pour devenir des sujets sexuels, on n'a pas libéré encore les esprits. On est encore dans le fait que c'est aux garçons de nous dire quand, combien de fois, et qui va éjaculer, tout s'arrête, etc. On n'arrive pas à imposer notre désir d'avoir du plaisir et pas seulement d'être sympa, gentil et d'ouvrir les jambes. On n'est pas encore libéré dans notre tête. Merci, Laurence. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois. Oui, alors. Sont plus mûres que les garçons, en fait, elles ont plus de maturité sexuelle. C'est spécifique de quelle maturité il s'agit, comme on s'expédie très tôt leur corps, quand on entend souvent dire ah oui, mais les filles sont plus matures, etc. Non, elles n'ont plus de maturité sexuelle. Voilà. Bien sûr. Mais ça, c'est une maturité relative. Non. Merci. Vous vouliez tarder? Faut que ça soit rouge. Je n'ai pas de légitimité vraiment à parler de ça, mais moi, je n'ai jamais pris la pilule. J'ai 4 enfants qui étaient à 10 ans. Quand je parle de moi, je peux être civile ou noire. Architecte par ailleurs, et je pense que la pilule, il y a des côtés supérieurs aussi. Bon, ça a plus objectifié les femmes, et ça a complètement déresponsabilisé les hommes de l'acte, mais encore plus objectifié, à mon avis. Et puis, il y a aussi au niveau de la santé, l'effet pervers de la pilule, il y a quand même beaucoup de s'est trouvé. Ça a généré beaucoup de cancers du sein, ou de l'utérus, des choses comme ça, des thromboses aussi, enfin, il y a pas de problème. La pilule pour hommes existe, elle n'a jamais été commercialisée. C'est aussi un problème, ça. C'est-à-dire que toute la société, en fait, les femmes sont en self-service, sont des objets en self-service pour les hommes. Moi, j'ai toujours refusé ça. J'ai eu une sexualité très épanouie, beaucoup d'amour, un enfant désiré, et j'ai jamais pris la pilule. Donc, je pense qu'on peut aussi vivre sans pilule. J'ai toujours imaginé que c'était un poison. Je pense qu'on avait raison. Et j'ai 62 ans. Et j'ai été épargnée par ce poison. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est ça, et pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu discuter cette argument-là? Oui, c'est quand même une façon de perception qui existait. Alors, vous avez vu, moi, je l'ai prise beaucoup aussi, ça en était belle, mais voilà. Mais bon, il y avait quand même des capotes qui étaient là, les Américains qui faisaient de la contraception aussi. Tout le monde, il n'y avait pas eu cette expérience. C'était impossible pour nous au niveau religieux. C'était ça. Non, on ne va pas partir sur la pilule, je crois. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Florence Moreno sur son livre Les donjons et les salons? Est-ce que vous avez d'autres questions tant qu'elle est là? Que je ne l'ai pas libérée, je la tiens. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, alors j'ai quand même quelque chose à vous dire parce que j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Appeler une chatte et je raconte ces trucs sur les aphrodisiaques. Le Viagra s'inscrit dans la longue tradition des aphrodisiaques et c'est vraiment un truc intéressant qu'on ne sait pas beaucoup et ça me ferait plaisir de vous le raconter. Alors, les aphrodisiaques, vous êtes-vous déjà interrogé sur le fait que c'est que les hommes qui en prennent? Donc, vous n'êtes peut-être pas interrogé, mais je vous affirme que c'est prévu que pour les hommes. Ce qui donc vous laisse à penser que le désir des hommes n'est peut-être pas si impératif et si terriblement contraignant que ça. C'est-à-dire que c'est la pure vérité. Depuis l'Antiquité, c'est que pour les hommes et pour les femmes. Savez-vous ce qui était prévu? J'ai lu des trucs de recettes comme ça. C'est des anaphrodisiaques à base de, je vous le donne en mille, de laitue et de laitage, exactement le menu de femmes d'aujourd'hui qui font attention à leur régime. Hein. Et donc, les anaphrodisiaques, s'il y a des anaphrodisiaques, c'est que la catégorie à laquelle ils sont destinés manifeste trop de désir. Vous comprenez? Et qu'il faut les calmer.
Parce qu'il y a un truc qui est vraiment dingue, c'est que les mentalités ont complètement changé à la fin du XVIIIe siècle. Nous, on connaît surtout, parce que c'est nos grands-parents, c'est pas loin le 19e siècle, on connaît surtout Loi Blanche et puis le Don Juan, c'est notre représentation de nos ancêtres. On ne connaît pas, ou pas assez, si on n'est pas d'origine paysanne, il y avait des fortes femmes qui tenaient la maison et qui enfin bon, qui donnaient tête aux hommes, des femmes normales, quoi. Mais bon, on connaît moins ça. Tandis que, justement, moi, ce qui m'a passionné dans l'histoire de la sexualité, c'est que le désir des femmes est montré comme très puissant, très dangereux, et donc il faut absolument les calmer, tandis que le désir des hommes est très fragile, à la merci d'une magie. Vous avez peut-être entendu parler du nouement d'aiguillette, je vous recommande sinon. Pendant une cérémonie de mariage, dans l'église, on noue un lacet et le marié ne pourra plus bander. Il paraît que c'est souverain. Donc, c'était ça. Le marié était à la merci d'une sorcière qui lui jetait un sort. Tandis que les femmes, elles étaient réputées avoir une sexualité volcanique et que rien ne pouvait satisfaire, parce que comme vous le savez sûrement, enfin j'espère, les femmes ont une capacité de puissance 1000 fois supérieure aux hommes, le secret si bien gardé comme on est entre nous, on peut se le dire, et donc il fallait absolument faire attention à, quand on enlevait la capsule de sécurité, là, humaine, c'est que ça allait révéler une femme insatiable. Parce que c'est ça le vrai fantasme des hommes. Enfin, pas forcément les hommes autour de vous, mais les hommes en général dans l'histoire, quand on remonte sur le plan de la sexualité, ne pas arriver à satisfaire une femme. Parce qu'un seul homme n'y suffit pas. Il faut reconnaître, celles qui ont la chance d'être multi-orgasmiques, il faut qu'ils se donnent beaucoup de mal pour nous faire donner tout notre potentiel, ce feu d'artifice qu'est la jouissance féminine sur lequel il y aurait beaucoup à penser. Et bien donc, pour les femmes, les laitues, pour les hommes, le Viagra, c'est clair. C'est la meilleure façon de résoudre le problème, surtout qu'elles n'en sachent rien du plaisir, parce que si elles savaient, elles ne se contenteraient pas de l'homme qu'elles ont. J'espère que cette conclusion ne vous paraît pas trop pessimiste, mais en tout cas, vive la jouissance. Merci, Florence. Oh oui, Je disais tout à l'heure que les femmes féministes avaient renoncé à la sexualité. Je rappelle qu'il y a de la sexualité qui n'est pas que hétérosexuelle. Ah, pardon. Alors, c'est un autre séminaire, ça. C'est un autre séminaire. Ah mais non, mais pardon, vraiment, j'ai oublié. J'avais renoncé à la sexualité avec les hommes, pardon. Je voulais vous donner aussi le séminaire la prochaine fois. Je pense que tout le monde, que vous revenez tous, parce que le prochain séminaire, c'est bien le titre, c'est bien attention, s'appelle, et il est fait par Marie-Cécile Navès, qui est une politologue, et son séminaire s'appelle « Y a-t-il un backlash anti-féministe ?» Ouais. Donc, un backlash anti-féministe, pas féministe. Et je vous lis la première phrase de son résumé. Le féminisme est devenu incontournable. Management, publicité, orientation, etc. La suite de l'art des femmes ne veut plus. Les femmes n'acceptent plus d'être maltraitées, le clament haut et fort. Donc voilà, vous venez écouter Marie-Cécile Navès, qui va vous expliquer qu'il y a un backlash anti-féministe. La date. C'est le 20 octobre. Merci. Bon, ben, alors, avant d'inviter quand même, j'aimerais qu'on applaudisse encore Florence, qui a fait un Κάλιστον. Εγώ δε. Εγώ δε. Κείνο το της έρατε. Κείνο το της έρατε. Κείνο